Le gérant de l'époque m'appelle dans le bureau, tout simplement pour dire que j'ai été viré, parce que je suis un gars qui prend la place de quelqu'un qui cherche vraiment, enfin qui a besoin vraiment de travail. En fait, le truc c'est ça, tu passes à la télé, on pense que t'es millionnaire. On peut vivre de l'humour en Belgique? Je faisais des lives YouTube et je me retrouvais des fois en direct avec 70-80 000 personnes qui me regardent. J'ai fait un jour une pointe à 200 000 personnes en direct en train de me regarder, assis sur mes WC. Ton plus gros échec, c'est quoi? Il y a plein de gens, en télé, ce sont des gens géniaux, généreux, c'est juste de la comédie. Et dans la vie, t'es tellement déçu. Je vois mon frère qui arrive quelques minutes après, je dis, gars, j'ai eu Johnny au téléphone, comment ça? Ouais, je te jure, j'ai eu Johnny au téléphone, j'ai tout. Et tu lui as dit quoi? Rien, j'ai raccroché. J'ai raccroché. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Sous-Sol. Aujourd'hui, on reçoit Angelo Marquez qui est encore là avec moi. On vient de terminer cet échange. On a parlé énormément, on a parlé de beaucoup de choses. Angelo qui est producteur, il produit le stand-up boulevard et il rassemble des scènes avec des grands noms connus, Sarah Grosjean, Cody et d'autres pour ne citer qu'eux. Il travaille avec Renaud Rutten depuis 30 ans, une amitié qui dure depuis 30 ans et ils sont même associés dans d'autres projets que nous aborderons aussi. Angelo qui a créé la boucherie, qui fait partie de la Bande de Contact, qui a joué en France, en Belgique, partout. On va parcourir sa vie, son parcours, ses échecs, ses conseils, ses succès et ses relations, parce qu'il a un réseau énorme. Donc encore une fois, bienvenue dans le sous-sol. Merci de nous suivre. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok, sur Amazon, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur YouTube. Continuez à le faire, continuez à vous abonner et c'est en vous abonnant qu'on continuera à recevoir des personnalités comme Angelo et toutes les autres qui vont arriver. Merci. Angelo, déjà, merci d'être là. Merci de m'accueillir, Mika. Merci d'être là et merci de donner ton temps. On sait que c'est extrêmement précieux et on a tous des vies à 1000 à l'heure, donc merci vraiment d'être là. Merci à toi. Merci. Et si je rencontrais Angelo, moi je me posais une question parce qu'on a les mêmes origines. Je ne sais pas si on vient du même village, mais en tout cas on a les mêmes origines. Ça sent le safran. Voilà, ça sent le citron, le safran. Ouais. Mais je me disais, si on rencontre le papa Marquez ou le grand-père Marquez, qu'est-ce qu'il dirait de la famille Marquez? Alors, mon grand-père, malheureusement, je ne l'ai pas connu. Et c'est regrettable. Des fois, tu te dis, j'ai un grand-père, on m'en parle tout le temps bien. Tu sais, dans les familles, il y a toujours le grand-père, il a fait ceci, il a fait cela. Il a fait surtout le chemin vers la Belgique et c'est pour ça qu'on est là. On est là, on est né ici. Mais je ne sais pas ce qu'il dirait. J'espère qu'il est fier de nous. Et en tout cas, mon papa, j'ai toujours mon papa. Et je pense que de là où on vient, je pense que personne ne s'attendait à un parcours. C'est un parcours atypique quand même, parce qu'on fait de tout un peu dans la vie. Et à un moment, on se dit, tiens, on va partir dans cette direction-là. Et personne ne s'y attendait. C'est ça. Et ton père, si on revient sur l'enfance, il aurait aimé que tu deviennes quoi? Alors mon père, déjà, lui, il aurait voulu être chanteur. Ah, lui, déjà à l'époque. Et il écrivait des chansons, il poussait la chansonnette, il écrivait des textes, etc. Et il a donné aussi des chansons à gauche, à droite à des chanteurs, des amis. Mais ça reste des chanteurs de local ou des chanteurs de café. Mais il s'est amusé avec eux, il a poussé la chansonnette. Donc lui, déjà, il aurait bien voulu percer dans la chanson. Mais le climat de cette époque-là va travailler. Moi, j'ai eu beaucoup de reproches de mon père. Quand tu as commencé à emprunter cette voie-là? Ouais, quand j'ai commencé dans l'artistique, il y a eu des reproches parce qu'il dit « Ouais, mais tu vois, ton grand-père, il est venu, il a travaillé dans la mine, moi, j'ai travaillé à l'usine. C'est pas un travail, ça. Waouh, ça fait mal. » Et après, il s'est rattrapé. Après, il était fier parce que « Tu m'as vu à la télé ou tu m'as entendu à la radio? » Ouais, tu vois l'italien, le sicilien. Toujours très, très réservé. Réservé. Ouais. Et après, avec les années... Il a vu qu'on s'y accrochait, qu'on était souvent là avec mon frère, les Fratelli, on a fait un petit parcours gentil. Et de plus en plus, on était de plus en plus présents, etc., dans des émissions à gauche, à droite. Et là, il était fier, et après, il racontait à ses copains. Mais à nous, il ne voulait pas le dire. Ouais. Après, tu vois, on croisait un copain à mon père ou quoi, il dit ton père m'a dit que... Ah, quand même, il en parle. Ouais, c'est mais bien. en face, ils sont très avares en compliments. Ouais, voilà, ça c'est le... Je pense que c'est l'Italie qui veut ça, c'est le passé aussi, c'est une certaine fierté mal placée, peut-être. Ouais, peut-être. Voilà. Et si je ne te connaissais pas, qu'est-ce que je devrais savoir de toi pour comprendre qui tu es? Alors là, c'est une question... Moi, j'aime pas d'expliquer, je pense qu'il faut se connaître. Il faut se fréquenter pour dire « Ah ouais, il est comme ça, comme ça ». Après, moi, j'ai un truc, c'est que je ne me colle pas des étiquettes aux gens, tu vois. C'est pas parce qu'on est venu me dire un truc sur quelqu'un que je vais tout de suite dire « Ah ouais, ok, ouais, il est comme ça parce que lui, il m'a dit ça ». Non. Moi, je dois fréquenter les gens pour faire ma propre opinion. Et en gros,
ce que les gens pensent de moi, je m'en balèque. Je m'en bats les steaks. Mais toi, t'es qui pour toi? Moi, je suis qui pour moi? Je suis un gars qui a touché à tout et qui n'a pas peur de l'échec. Moi, je suis un gars comme ça. Et c'est quoi l'échec pour toi? Il faut essayer pour savoir, il faut essayer pour comprendre et se dire, ouais, mais ça, c'est trop difficile à faire. Je fais mon Jean-Claude Van Damme, là. Mais ça, si tu te dis, si ça, c'est difficile à faire, mais on va pas le faire. Ben non, je veux le savoir, je veux essayer, tu vois. Et ton plus gros échec, c'est quoi? Je sais pas si j'ai déjà eu mon plus gros échec. En fait, moi, je suis un touche-à-tout. Et j'ai fait des entreprises, j'ai fait du business, j'ai fait plein de choses qui n'ont pas fonctionné. Et après, tu cherches ta voie. Mais mon plus gros échec, il est peut-être devant nous, il est peut-être pas. Enfin, il est peut-être devant moi et pas derrière, tu vois. Je sais pas si j'ai vraiment un gros échec. Et toi, tu préférerais qu'il soit devant ou derrière? Alors, je préférerais qu'il soit derrière parce que il y a un âge pour tout, évidemment, tu vois. Tu te dis, ben, toujours recommencer à zéro, c'est pas génial, tu vois. Et puis, t'as plus la fougue des 20 ans. T'es pas là avec plein d'énergie tout le temps, voilà. Il y a un certain âge où tu veux te poser et être bien tranquille dans ta tête et se dire, ben voilà, ok. Mais, ouais, je pense que je préférerais qu'il soit derrière et je préférerais même pas le voir devant. Tu vois ce que Et je si veux je te dire? disais, tu es à 3 échecs du plus gros succès de ta vie, Ah ben, allons-y. t'accueillerais l'échec comment alors? Ben, allons-y, parce que si je sais que derrière, il y a quelque chose de fabuleux, on va y arriver. Mais j'ai fait pas mal de trucs, j'ai pas de regrets. Et tout ce que je vis maintenant, c'est un kiff, c'est génial. On va revenir à tout ce que tu vis maintenant, au kiff que tu vis actuellement, aux personnes que tu rencontres et avec qui tu travailles. On voit ta veste, donc notamment Renaud Rutten, Ouais, et mon tu me grand parleras ami. de la Ouais. tournée Rutten. Tu expliqueras ce que c'est. La bande à contact aussi, on en reparlera. Mais avant ça, on va faire une rétrospective. Donc dans le passé, Angelo qui va à l'école, c'est quoi ton cursus scolaire? Comment tu l'as Alors vécu? moi, je dis toujours, moi j'étais à l'école jusqu'à l'arrêt de bus. Après, j'ai ramassé des lignates, comme on dit chez nous, j'ai ramassé des maths, parce que mon père, en fait... Alors, ma génération, comme la tienne et d'autres vont se reconnaître, en fait, nous, on signait nos bulletins nous-mêmes, tu vois, on avait de mauvaises notes, mon père. Alors, mon père, il n'était pas trop... je vais t'aider à faire les devoirs, etc. Parce qu'il faut savoir que déjà, ben, il a appris le français plus ou moins tout seul, à l'usine, etc. Donc, il n'avait peut-être pas le niveau pour nous aider non plus. Tu vois, donc c'est pas un reproche ici, parce qu'il va voir la vidéo, après il va dire, qu'est-ce que tu as été raconté? Donc, Non, mais c'est peut-être ça qui t'a aidé à te construire et à réaliser tout ce que tu as réalisé. ouais, en entre gros, autres, ouais, entre entre autres. Mais après, moi, je suis le plus petit de 4 frères. Donc, on est 4. C'est une Ok. fratrie de 4 frères. Donc, ici, une fratrie de 4, pardon, pour faire une bonne phrase. Donc, ici, j'ai bénéficié je vais dire, des acquis et de tout ce que mes frères ont vécu avant, parce que je suis le plus petit. Donc, avant d'hériter de leur savoir, j'ai hérité des pantalons, des chaussures, des vestes, etc. Le plus petit, il se ramasse toute la garde-robe il se ramasse toute la garde-robe des autres, tu vois. Donc ça, déjà, c'était un bon point. Et après, ben, mes frères m'ont aidé, évidemment, pour les devoirs, etc. Mais ils ont vite compris que moi, je n'avais rien à secouer. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu n'as jamais aimé l'école. Alors, j'ai jamais aimé l'autorité. Alors, j'aime bien d'apprendre, j'aime bien de lire, j'aime bien de m'informer par moi-même, tu vois. Après, l'autorité, le système scolaire de l'époque, après, je sais pas maintenant ce qui se passe, mais à mon avis, ça n'a pas beaucoup changé. Non, je pense pas. Mais c'était pas pour moi. Tu vois, j'étais pas... Voilà. Quand je dis, j'ai été à l'école jusqu'à l'arrêt de bus. Après, je me suis motivé, j'ai été à l'école jusqu'à midi, tu vois. Et puis... Oui, mais attends, en fait, tu as été jusqu'à l'arrêt de bus, mais qu'est-ce qui se passe à l'arrêt de bus? Alors, à l'arrêt de bus, ben, c'est là que tout commence. Ah. Parce qu'en fait, à l'arrêt de bus, il y a mes copains qui sont là. Les premières punchlines, les premières vannes, elles arrivent. Et c'est mon premier public. Donc, ça commence tôt le matin, tu vois. Alors, bien souvent, j'arrivais en retard même pour prendre le bus. Donc, ça a entraîné tous mes potes à arriver en retard avec moi. On va attendre Angé. Il a quelques bonnes blagues. Il va nous raconter des conneries. Il va nous raconter des fêtes. On appelait ça une fête à l'époque. Maintenant, c'est devenu une punchline. Mais on s'amusait à s'envoyer quelques... Il y avait quelques bons aussi qui étaient... Je veux dire, dans les copains d'école ou des copains de bus, il y avait quelques bons gars qui me donnaient aussi des répliques et des bonnes idées, etc. Mais comment tu faisais? Donc toi, tu étais le soir chez toi, tu pensais déjà à ce que tu allais leur raconter le lendemain matin? Ouais, des fois c'était préparé, des fois c'était vraiment à l'impro, Ok, tu vois. ok. C'était vraiment à l'impro et on s'amusait, mais c'était des trucs qui ressortaient sur nos origines, tu vois. Il y avait toujours les petites vannes sur les Belges, et les Belges avaient toujours les petites vannes sur les Italiens, mais ça restait bon enfant. Après,
Je vais pas commencer à pleurer et faire comme certains qui vont dire ouais, mais nous, on nous traitait de macaroni. Non, déjà, il n'y a personne qui me traite de macaroni parce que sinon tu prends une main dans ta gueule. Après, mais c'est en gros, non, on n'a pas vraiment. On l'a vécu, mais c'était gentil. Tu vois, c'était pas. Je pense que j'entends des trucs encore plus hard maintenant. Ouais, je pense. Voilà. Et après l'école, qu'est-ce qui se passe? Mais alors, quand je vais à l'école, attends, donc dans le bus, ça commence. Il y en a certains qui sont en classe avec moi, qui veulent la suite en classe. Ça se passe pas bien, puisque moi, je continue à faire mon show en classe et je ramasse des mauvaises notes et je me mets les profs à dos, je prends des jours de renvoi, etc. Mais sans le savoir, mon frère fait la même chose. Mais mon frère, il faut savoir que le duo des Fratelli, mon frère Gaspard, Antonio, c'est Antonio Gaspard, il a 2 prénoms. Et ça aussi, c'est comique, parce que des fois, je parle de mon frère et je dis Gaspard. Il dit, mais je connais pas Gaspard. Mais si, je dis Gaspard, Antonio. Angelo, Salvatore et Giuseppe. Il dit, mais c'est qui Gaspard? Mais à la fin, oui, c'est vrai, j'oublie. Nous, dans la famille, on l'appelle Gaspard. Tous les proches l'appellent Gaspard. Mais son vrai nom sur sa carte d'identité, c'est Antonio. Et pourquoi on l'appelle Gaspard? Alors là, alors tu sais, chez les Italiens, je t'apprends rien. On donne le nom du frère, du grand-père, de l'oncle, de ceci, cela. Et Gaspard, c'est tout simplement le nom de mon oncle. Okay. Mais officiellement, il n'était pas sur la carte d'identité. Okay. Donc, voilà. Et donc, Gaspard a 50 plus que toi. Mon frère Gaspard a 50 plus que moi. Lui, il aime bien aussi l'école jusque midi. Donc, c'était mercredi toute la semaine pour nous, tu vois. Et je ne sais pas que de son côté, il fait pareil dans le bus, il fait pareil à l'école. Mais comme il y a 5 ans d'écart, tu sais, quand tu as 14, 15, 16 ans, 5 ans, c'est énorme. Moi, je suis une génération ou 2 en dessous, on va dire, tu vois. Et lui, il ne s'intéresse pas à moi, il a ses amis, moi j'ai mes amis, etc. Et après, on se rend compte qu'on a la même passion, quelque part, tu vois. Comment tu t'en rends compte? Ah ben, on s'en rend compte parce que c'est la grande époque des karaokés. Ok. Et moi, j'adorais chanter. J'aime bien toujours chanter, j'aime bien te pousser la chansonnette. Ça, on tient ça de notre papa, évidemment, et mon frère aussi. Et on se retrouve dans un karaoké, et c'est là que tout débute. C'était la grande époque des karaokés. Et c'était le moment de prendre le micro et faire tout ce qu'on faisait. En fait, on a fait un condensé de tout ce qu'on faisait dans le bus, à l'arrêt de bus, à l'école, dans la cour, etc. Et on avait vraiment une scène. Enfin, quand je te dis une scène, c'était une estrade. Donc toi, tu vas au karaoké, tu notes une petite chanson sur le bout de papier, voilà. Puis on t'appelle. La chanson, elle se lance, et au lieu de chanter, tu fais tout sauf chanter. Voilà, c'est l'arnaque totale. Donc je mettais souvent Johnny Hallyday ou trucs comme ça, parce que j'adore Johnny, j'aime bien chanter Johnny. Et je mettais du Johnny, mais on m'appelait, j'attendais mon tour, c'était pour lâcher une vanne. Ça plaît. Alors, il y en a qui râlent, évidemment, parce qu'ils viennent pour chanter, ils viennent pour écouter, chanter, etc. Mais ça plaît surtout à la patronne des lieux, tu vois. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou. Ginette, si tu nous écoutes. Elle le sait, mais c'est vraiment elle qui nous a lancés dans ce truc. Et mon frère faisait pareil. Et on se retrouvait tous les vendredis et samedis. Ben, on poussait plus la chansonnette et on poussait les blagues, on va dire. Et le premier modèle, on va dire, café-théâtre est né, parce qu'à Liège, il n'y avait rien. Je parle des années 90. Il y avait la famille Sulon, qui était bien connue pour ça à l'époque, rue Haute-Sauvenière, mais ils jouaient beaucoup entre eux, et tu ne pouvais pas dire je peux venir raconter des blagues. Ça ne se faisait pas, c'était pas dans l'air du temps, tu vois. Et nous, ben, on a profité de la mode karaoké pour pousser nos vannes en avant, et la patronne a relevé le défi, a dit ben, vendredi prochain, c'est pas karaoké, c'est Gaspard et Angelo. Okay. Et là, les Fratelli sont nés. C'est un truc de fou. Donc c'est né au karaoké. C'est né dans le karaoké. Vous arrivez vendredi prochain, vous faites vos vannes. On fait nos vannes. Ouais. On n'est pas tout à fait prêt, donc on pique des vannes à gauche, à droite. Ouais. Parce qu'à l'époque, ben, on n'avait rien d'écrit. Alors nos impros qui passaient dans le bus et dans la classe et dans la cour, ben, ça passe, mais pas avec tout le monde. Alors après, on a arrêté vite de faire les malins, et on s'est dit, putain, c'est quand même un métier. Tout le monde n'est pas capable de faire un spectacle d'1 heure, 1 heure et demie comme ça, alors qu'il n'était pas prêt, tu vois. On est en quelle année, là? Là, on est peut-être en 93, 92, 93, tu vois. On est très jeune et on veut montrer qu'on est capable de le faire, mais à un moment donné, il faut travailler pour arriver à un résultat. Et nous, là, on a pris une claque ou l'autre, on s'est dit, aïe, si on arrêtait les conneries, on va s'enfermer 2-3 mois, on va plus aller au karaoké, même pas pour raconter une vanne, on va se faire oublier, mais on va revenir avec quelque chose de construit. Et c'est là à l'époque, on
On a pris la salle du gymnase, le gymnase de l'école, du quartier. Ouais. Et on s'est arrangé pour la louer pas trop cher. Et on a fait ça avec des bouts de ficelle, on aime bien dire. On a monté le spectacle avec des bouts de ficelle. Donc tu loues la salle, tu crées une affiche, tu fixes une date et tu n'as pas encore de spectacle en gros. Et on n'a pas de spectacle. On fait le gros bluff. Et là, il y en a plein qui nous attendent au tournant. Et les clients du karaoké disent, aller voir les deux Rital, là, qu'est-ce qu'ils vont nous faire, les deux zigotos. Il y en a qui viennent pour dire, c'est un peu moqueur, dire qu'est-ce qu'ils vont nous faire, on va aller un petit peu regarder. C'est curieux, c'est de la curiosité. Et malgré tout, on arrive à faire quelque chose qui tient la route. Et là, on attend peut-être 30 ou 40 personnes et la salle, elle est bondée. En fait, tu n'as pas que le quartier qui est venu, mais tous les quartiers à côté, tu vois. Donc, ça démarre de Sclessin, puis tu as des gens de Tilleur qui s'amènent, de Serein, ou Gré, et tout le monde veut venir voir les Fratelli Brothers. Voilà, c'est ça le truc. Et le nom, vous l'avez trouvé comment? Alors, je crois que ça part de t-shirt qu'on nous avait offert, où il était marqué Brothers, je sais pas quoi, et Brothers qui veut dire frère. On s'est dit, tiens, on mettrait bien les Fratelli Brothers. Ça part de t-shirt, je crois. Je pense que si je fouille bien dans le grenier chez mon père, je peux le retrouver. C'était une pub truc en anglais, je sais plus. Et donc, vous montez ce spectacle, ton frère et toi. Il y a combien de personnes? Je sais pas, je te dis, nous, on attendait 30 ou 40 personnes. On avait mis quelques chaises comme ça. Dans le fond du gymnase, il reste des tas de chaises un peu mis comme ça contre le mur. Et au fur et à mesure que les gens rentrent, ils vont chercher leurs chaises dans le fond, ils viennent s'installer. Donc, il y a peut-être 200, 250 personnes. C'est la folie. Et là, pour toi, c'est le déclic? Pour nous, c'est le déclic, ouais. Et on veut passer de la salle de gym de l'école du quartier. On veut passer à un vrai théâtre. Et là, on prend quelques refus, on en prend. Tu en prends un peu sur ta fierté, tu te dis quelque part, mais pourquoi ils veulent pas, tu vois? On va pousser la porte de théâtre connue et on nous dit non, oui, mais il faut un dossier de presse. Mais c'est quoi ça? Nous ne savons pas, tu vois, un dossier de presse, mais qu'est-ce qui va nous faire ça? Mais quel dossier de presse, tu vois? On ne nous laissait pas la chance, alors que tu arrives et tu payes et tu veux juste une plage horaire pour t'exprimer, tu vois? Mais non, on ne nous voulait pas parce qu'on se dit, c'est qui ces deux-là, etc. Ça a été très compliqué jusqu'au jour où on rencontre une dame fantastique, paix à son âme, elle n'est plus là. C'est Madame Lemaire, Juliette Lemaire du Trocadéro, c'est une femme extraordinaire. Et elle dit, elle ne nous connaît pas du tout, hein, mais elle a vu qu'on avait la pêche, la niaque et on voulait vraiment s'exprimer. Elle dit, pas de souci, je vais vous laisser le Trocadéro. Wow. Troca, c'est combien de personnes? Troca, à l'époque, c'était, je crois, c'est pas loin de 600 personnes. 600, ouais. C'est génial. Et là débute vraiment la grande aventure. Et là, sur notre CV, on peut dire, mais... Parce qu'on nous refusait encore. Hein, et on dit, mais Madame Juliette Lemaire du Trocadéro nous a ouvert la porte. Comment ça? Mais on est à l'époque où il n'y a pas Internet, c'est pas vérifiable tout ça. T'as le mec qui téléphone pour dire, Juliette, c'est vrai, là, il y a les deux. Oh, ouais, c'est génial, ils ont rempli la salle, tu vois. Et ça s'enchaîne comme ça, c'est top. Et donc ça s'enchaîne en Belgique? Ça s'enchaîne en Belgique, mais on reste toujours niveau local. Tu vois, ça reste bon enfant, humour italo-belge, si on va l'appeler comme ça. Et on part faire un casting à Paris. Et là, il y a tout qui s'enclenche et on commence à faire de la télé sur la France. Casting pour une émission télé? Non, on fait un casting pour le point virgule. OK. Donc, on n'y va pas par quatre chemins. Pour votre spectacle, vous vouliez exporter votre spectacle au point virgule. On sait que le point virgule donne la chance à des nouveaux. Et un mardi par mois, si je me souviens bien, ou un jeudi, je crois que c'est un mardi par mois, la directrice cherche des nouveaux talents. Et nous, ça nous vient à l'oreille et on dit, tiens, on irait bien proposer notre truc, mais on y va au culot, parce que on arrive là, on est sûr de rien. Mais on est sûr qu'en tout cas, on n'a pas peur. Ça, on n'a pas peur de... Donc, vous avez une foi ou une confiance en vous, exacerbée peut-être. Énorme. Énorme, parce qu'on a une confiance en nous qui ne va pas avec les endroits qu'on vise, tu vois. Tu te dis, alors on passe d'un gymnase au Trocadéro qui veut bien nous ouvrir les portes. Et nous, ça nous donne des ailes. Et on se dit, tu sais quoi, on va aller à Paris. Il y avait peut-être Bruxelles avant, il y a peut-être des choses on ne savait pas. Il y avait peut-être des cafés-théâtres à Bruxelles qui existaient, etc. Mais en tout cas, à Liège, il n'y avait rien. Et nous, on s'est inventé un chemin. On dit, tu sais quoi, on va pas y aller par 4 chemins, justement. On va aller directement à Paris. Et comme on savait que les mardis, on pouvait passer un mardi par mois un casting. On passe là et ça a changé complètement la donne. C'est un truc de fou. On arrive là-bas, je sais pas, il y a peut-être 15, 16, 17 personnes qui sont au casting. On retient que nous, les Fratelli, alors que c'est tous des gars de France. Alors déjà, nous, on arrive avec
Il n'y avait qu'un truc, on était dans le doute juste sur un truc, sur l'accent. L'accent liégeois. Mais tu l'as gardé, tu l'as conservé. On l'a conservé parce que c'est pas un handicap. Et d'ailleurs, Benoît Poelvoorde l'a montré avec son accent namurois. Il l'a toujours gardé. Il ne s'est pas efforcé à vouloir parler français et faire des belles phrases sans l'accent. L'accent, on l'a, on le garde, on dit tant pis, ça passe ou ça casse. On est liégeois avant tout. Ils ne nous aiment pas, ben, tant pis pour eux. Donc nous, on est fiers d'être liégeois et on ne va pas commencer à surjouer et faire le français. Oui, mais... non, c'est le truc. Tu nous prends comme ça ou tu ne nous prends pas. Tu vois, c'est votre identité. C'est notre identité, ça fait partie de notre identité. Et j'aime bien te dire, s'il y aurait une nationalité liégeoise, je la prends directement. Moi, je me sens liégeois avant tout. C'est Liège, c'est là. S'il y avait. S'il y aurait, moi j'aime bien dire s'il y aurait. J'ai une blague comme ça qui tourne sur les réseaux où je fais ça, et je ne le fais pas exprès comme maintenant, d'ailleurs. Et il y a un mec qui met un commentaire, oui, mais c'est... il me reprend en dessous de ma blague, tu vois, pour dire j'ai fait une faute de français. Mais je pense que dans la rigolade, il n'y a pas vraiment de faute. Tu vois. tu peux faire une blague comme tu veux. On s'en fout. Et donc, à ce casting, on retient que vous? On retient que nous, mais pas que pour jouer au point-virgule. C'est qu'il y a une surprise derrière. On ne savait pas qu'en fait, la directrice du point-virgule était directement liée au casting des coups d'humour sur TF1. Donc, pour ceux qui se rappellent de cette émission, c'était fin 90, début 2000. Je crois que ça a tourné jusqu'en 2004-2005. Cette émission-là, c'était vraiment le prime time, le vendredi. Tu arrivais dans les conditions d'irréel. Tu arrivais, tu proposais ton sketch. Et les gens pouvaient aussi voter. Et quand ils votaient pour toi, si tu avais autant de votes, autant de points, tu pouvais revenir dans l'émission. Et nous, on ne savait pas tout ça, tu vois. Et donc, comme Laurent Ruquier a fait par après sur France 2. C'était vraiment les toutes premières émissions d'humour. Et nous sommes les premiers Belges au coup d'humour. Ça, c'est un truc de fou. Tu t'imagines le truc, la vitesse à laquelle ça va. Ça fait même pas un an qu'on fait du spectacle. Donc, on passe d'un gymnase au Trocadéro, du Trocadéro au point-virgule. Point-virgule qui a vu passer toutes les stars. Enfin, je veux dire, tu as Gad Elmaleh, tu as Jamel Debbouze qui est passé par là, Jean-Marie Bigard et j'en passe. Donc, tu te dis, c'est un truc de fou. Et jusque-là, on souffre d'un truc, c'est qu'on le prend mal quand même. On se dit, quand même, on fait tout ça, mais en Belgique, il n'y a toujours personne qui s'intéresse à nous. Tu vois. Donc là, vous êtes déjà passé sur TF1 ou pas encore? Là, donc, on est programmé au point-virgule, donc on va jouer quelques fois au point-virgule. On fait des allers-retours entre Paris et Liège, etc. Et là, on passe au coup d'humour, on fait carton plein, les gens votent pour nous, etc. On est les premiers Belges au coup d'humour. Et là, il y a quelqu'un qui nous sort un article dans le journal La Meuse. Sud Presse s'intéresse enfin au Fratelli. Et là, ça a fait bouger toutes les télés belges, etc. Donc, concrètement, vous êtes né à Liège et il a fallu que TF1 vous programme pour qu'enfin Liège vous reconnaisse et reconnaisse votre talent. Nul n'est prophète dans son pays, comme on dit, et ça tient la route. Et voilà. Et là, à partir de ce moment-là, on commence à faire de la télé en Belgique. Et ça prend encore une autre tournure. Tu vois, on commence on est appelé par Marie-Christine Maillard, première émission sur RTL TVI. Marie-Christine, super gentille. Elle nous invite à 2-3 émissions. Donc, elle nous propose vivement le week-end. Puis après, elle nous met sur le filon avec Mike et Hervé Meillon. Hervé Meillon, Sandrine Corman, et il y avait Jean-Ri encore, tous assis sur le divan là. Mais c'est irréel parce que on se retrouve assis là avec des gens qu'on adore, qu'on regarde à la télé. Il y a déjà Renaud Rutten qui est là, Mike était la star de la blague à l'époque. Et il y en a encore d'autres, il y a Marc Herman, il y a Richard Ruben. Et nous, on se retrouve là, moi j'ai 18 ans, 19 ans. Et je suis assis sur le divan avec les plus grands humoristes belges du moment. Et on se retrouve là, moi et mon frère, à raconter des blagues avec eux. C'est quoi la différence entre faire rire sur scène et faire rire à la télé? Alors, à la télé, tu sais pas, évidemment, tu sais pas si la réaction, parce que t'as pas le répondant directement, tu sais pas si les gens se marrent chez eux devant la télé, tu sais pas, ça, s'ils vont se marrer ou pas. Alors moi, je préfère le tac au tac, je sais si ça marche directement ou pas. Donc j'aime bien d'avoir le rire en direct. Après, quand on sait que la blague, elle marche, la même blague, elle a fonctionné devant un vrai public, tu te dis que devant leur télé, il y en a quand même quelques-uns qui vont rigoler aussi. Mais tu n'as pas le rendu direct, donc c'est un peu... Ça, c'est un peu déstabilisant au début. Ouais.
Alors, Et les blagues, vous les prépariez à l'avance, les personnes qui sont sur le plateau avec vous Toujours. connaissaient déjà vos blagues? Non. Alors, tu es obligé de venir avec des blagues. Tu les prépares à l'avance, mais les autres sont censés avoir la surprise et rigoler aussi. D'accord. Tu vois, donc, voilà. Après, ce qui s'est passé, c'est comme des fois, il y a des doublons, comme un peu dans la boîte de contact. Mais il dit, bon, les gars, on va se préparer un minimum, parce que si on essaie d'avoir la même blague, ça ne va pas le faire, tu vois. Donc, on se prépare un minimum, et on dit, tu connais celle-là? Ah ouais, non, ça va, je ne l'ai pas. Ah, mais moi, je l'avais aussi, mais je la raconte plutôt comme ça. Mais ça va, tu l'as fait, toi, cette fois-ci, je la ferai autrement la fois d'après. On se prépare un minimum pour ne pas faire des doublons. Ok, comment tu les vis, ces moments à la télé, avec des stars de la télé belge, mais que tu ne fréquentes pas à l'époque? Non, on ne les fréquente pas du tout. Et on ne les fréquente pas du tout. C'est juste, après cette émission-là, Renaud Rutten a trouvé que c'était génial ce qu'on faisait. Et il nous a imposé, si tu veux, dans la première boîte de contact, comme première partie. Et alors, nous, on faisait la première partie. Première partie des exports de bandes de contact, Ouais, qui se produisaient dans les théâtres. C'est ça? Ça tournait dans toute la Belgique, c'était Okay. la folie. Mais moi, à l'époque, je quitte l'école. C'est un truc de dingue, Mika, c'est un truc de dingue, il faut que je t'explique. Donc, je quitte l'école et j'ai un filon, on me fait rentrer dans un magasin de bricolage. Pas dire le nom, une enseigne très connue. Je peux le dire. J'ai fait ce bordel là-dedans. Attends. Non, mais attends, parce qu'on m'avait mis responsable sanitaire, tu vois. Et il y a des gens qui s'amenaient pour acheter un coude ou un morceau de tuyau, ils repartaient avec un chauffe-eau, tu vois, le bazar. Donc moi, j'avais explosé les chiffres, je vendais des chauffe-eau à tout le monde. Et le truc, c'est que mon boss de l'époque me voit à la télé, dans une émission RTL, donc j'en ris encore avec Hervé Méon, toute la bande, et il voit l'émission à la télé, mais moi, j'oublie, parce que entre l'émission, le montage et la diffusion de l'émission, il se passe 2 ou 3 mois. Moi, j'oublie. En fait, je suis là, je ne pense plus. Et le lendemain, je vois que tous les gens me reconnaissent dans les rayons. Hey, génial, super. Hey, qu'est-ce qu'il raconte et tout. Puis je dis, ah ouais, merde. Mais je vous ai vu à RTL. Mais c'est vous? Monsieur, c'est vous? Mais quoi, c'est moi? Mais vous êtes responsable du rayon sanitaire, oui. Mais vous faites des blagues aussi, c'est génial. Alors, à ce moment-là, il y a un malaise qui se crée entre la direction et moi. Donc, le gérant de l'époque m'appelle dans le bureau, tout simplement pour dire que j'étais viré, puisque je suis un gars qui prend la place de quelqu'un qui cherche vraiment, enfin, qui a besoin vraiment de travail, alors que moi, en fait, le truc, c'est ça. Tu passes à la télé, on pense que tu es millionnaire. C'est fait. Ouais. Et il m'a viré pour ça. Est-ce que c'est une excuse valable? Bon, à l'époque, il n'y avait pas les syndicats et tout ça. Si, il y avait les syndicats, mais je me dis, c'était une aventure communaux. Tu restais quelques mois à vendre des chauffe-eau. Mais aujourd'hui, faire de l'humour, on peut vivre de l'humour en Belgique? Alors, c'est très compliqué. Je dirais que oui, mais tu ne peux pas rester qu'en Belgique. Ça veut dire que les comiques belges aujourd'hui bien connus, comme Antoine Donneau, bien Nicolas Lacroix, etc., ils sont aussi bien sur la France que sur la Belgique. Parce que quand tu dis Belgique, tu dis Wallonie, tu dis francophonie. Donc déjà, nous, on perd la moitié du pays qui comprend rien à ce qu'on dit, tu vois. Donc c'est compliqué. Donc tu es obligé d'aller sur la France. Et alors, ça demande une adaptation, évidemment. Parce que si tu fais de l'humour bien liégeois, en France, que dalle, ils vont rien comprendre. Si tu fais de l'humour belge, ok, ils sont friands de l'humour belge, notamment grâce au Grand Cactus, notamment grâce à Marc Herman, etc., qui sont arrivés bien avant nous. Et alors, on les aime bien et on adore l'humour belge. Mais il ne faut pas que ce soit trop ciblé et trop tu vois, local. Voilà. Ouais. Et donc, on revient à RTL TVI. Là, tu te retrouves avec Mike, avec Marc Herman, etc. Ouais, c'est génial. Alors, ce qui est génial, c'est que toi, tu te dis, ça va décoller, je vais peut-être ne plus aller chercher du travail, aller faire les intérims. Tu te dis, ben, c'est super, je vais être bien payé, etc. Donc, que dalle. À l'époque, je crois que tu as 1500 ou 2000 francs par émission. Ils payent un petit peu quand ils ont envie. Tu vois, tu te dis, ben c'est pas beaucoup des sous. Tu vois, tu te dis, comment est-ce que je peux faire pour vivre que de ça? Donc, c'est compliqué, tu vois. C'est très, très compliqué. Donc, tu as une petite notoriété. On commence à te reconnaître dans la rue. Tu crées un début de réseau, mais pas du tout de revenus qui te permettent d'en vivre. C'est ça. Donc, tu es obligé d'avoir un travail sur le côté. Et après, les gens ne comprennent pas. Alors, il n'y a pas encore Internet, il n'y a pas encore les réseaux, etc. Tu sais, aujourd'hui,
tu fais une blague, tu peux faire 2, 3, 4, 5 millions de vues et tu peux être vite reconnu et puis ça s'arrête là. Là, c'est différent. Ici, c'est une époque où tu travailles beaucoup avec la presse. Si la presse n'est pas derrière toi et si tu ne passes pas à la télé, tu ne vas pas vendre ton spectacle. Oui, mais après, aujourd'hui aussi, tu fais une blague, tu fais 2, 3, 4 millions de vues, c'est pas pour ça que tu es riche. Tu n'es pas si riche on revient sur l'aspect non, financier. Tu n'es pas riche du tout, mais tu es plus vite pris au sérieux. Tout à fait. Et ça peut jouer des tours, parce qu'il y a des gens qui... Enfin, il y a des artistes, des pseudo-artistes, il y en a beaucoup sur le net, qui se font repérer sur 2, 3 trucs, et puis qu'on n'entend plus, ou bien on leur a demandé de faire un spectacle, mais ils n'avaient rien. Donc voilà. Après, ça peut être super. Internet, c'est un outil génial, mais tu peux vite te casser la gueule aussi. C'est un travail. Je pense qu'il ne faut pas se prendre au sérieux. Il ne faut pas se dire, oui, mais moi, je suis un grand comique, ceci, cela. Mais ça reste un boulot. Moi, je vois tout le travail. C'est mon ami et je suis tous les jours avec lui. Je vois le boulot qu'il y a derrière un spectacle de Renaud Rutten. Le gars, il n'est pas là. Ok, j'y vais, je raconte 3 blagues et c'est fini. Non. Il a 7, 8, 10 spectacles différents. C'est un acteur aussi. Il fait beaucoup de la télé et il fait aussi beaucoup de cinéma. C'est un travail. On ne peut pas dire aujourd'hui, j'ai 2 punchlines, j'ai 4 vannes, c'est bon. Je vais raconter ce qui se passe dans mon quartier, je vais vanner ma mère et mon père et c'est fini. Ça a marché pour certains à une époque, mais il y en a beaucoup qu'on ne voit plus, tu vois. Et comment on en arrive, bon, après vous avez ouvert la boucherie, vous étiez 3 je crois, ouais. Comment on passe de humoriste à entrepreneur et à se dire, moi je vais finalement ouvrir mon propre lieu? Alors, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, c'est la grande époque à Liège et en Belgique, des comicards. C'est anciennement Comicard, mais maintenant ça s'appelle le Comédie Centrale, Comédie en île. Il se passe qu'à l'époque, nous, on devient quasiment des premières parties professionnelles. Les patrons de l'époque, à Lille, Hamdi, la famille Vardar, que je salue au passage, nous ont donné la chance de faire les premières parties d'artistes extraordinaires. On s'est retrouvés à faire les premières parties des Vamp, Jean-Marie Bigard, on commence à faire les premières parties de tous les Belges du moment et tous les Français qui passaient au Comicard à l'époque, tu vois. Et à cette époque-là, nous, on attend qu'une chose, c'est qu'ils nous programment et qu'ils nous mettent aussi en avant, pas que faire des premières parties, parce que c'est un truc de dingue, hein, ça c'est encore un truc. Donc nous, on était première partie à Liège, deuxième partie à Bruxelles, tous les jours pendant 2 ans. Ah ouais. Donc ça veut dire que nous, on jouait la première partie. Je te donne un exemple. On fait la première partie des Vamp à Liège. On monte dans la voiture, on se barre à Bruxelles et on fait la deuxième partie peut-être de Jean-Marie Bigard à Bruxelles. Toujours au Comicard. Toujours au Comicard, tous les jours. Et alors, on devenait des premières parties professionnelles parce qu'on gagnait de l'argent à faire ça, évidemment. Ça m'a permis de ne plus chercher du boulot à gauche, à droite pendant 2 ou 3 ans, parce qu'on était tout le temps là, on faisait partie des meubles, tu vois. Et ce qui est génial quand tu joues tous les jours, ça c'est la meilleure école, quand tu joues tous les jours, tu réadaptes tes sketchs tous les jours. Et les petites impros que tu mets deviennent des choses figées dans ton texte. C'est génial, on a évolué en 2 ans, un peu plus de 2 ans, c'est pratiquement 3 ans, je crois 2 ans et demi, 3 ans, je ne sais plus te dire comme ça. Mais on a pris de la bouteille, c'est un truc de fou, à une vitesse. Et là, tu crées un lien avec les artistes pour lesquels tu fais la première partie, ou il y a vraiment une scission entre la première partie et l'artiste? Ce n'est pas toujours le cas. Ça veut dire que tu peux faire la première partie du gars pendant 2 mois, parce qu'en fait, il faut savoir que dans les comicards et les comédies centrales, le gars il peut être programmé 2-3 semaines, 1 mois. Et nous, on est là 2-3 semaines, 1 mois avec le même gars. Et puis, tu attends le suivant. Et c'est pas pour ça que ça crée des liens. Il y a des gens, c'est à peine s'ils disent bonjour, tu vois. Mais je pense que c'est un business comme un autre, la comédie, le spectacle, le stand-up. C'est pas pour ça que tu dois être copain avec tout le monde. Et puis, il y a des affinités qui se font naturellement, parce que ça devait arriver, comme ça peut arriver avec un collègue à l'usine ou un collègue n'importe où. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais je suis d'accord. Ouais. Et alors, il y a eu aussi des rencontres extraordinaires. On s'est retrouvés à faire amitié, on a lié d'amitié avec des gars, tu te dis, c'est fou, quoi, tu vois. T'as des mecs, moi, qui ont marqué ma jeunesse, comme Éric Blanc, tu vois, ou Pierre Péchet, des gens comme ça, Chantal Latsou. Et on est devenus amis dans la vie, tu vois. Et après, tu te dis, c'est irréel. C'est irréel. Ça démarre de karaoké, tu vois, Mike. Moi, quand j'explique ça, on profite des scènes karaoké, parce qu'il n'y avait pas le choix. On s'est inventé les premiers comédie club, si tu veux, dans les karaokés. Tu t'es inventé, t'as utilisé un public qui était déjà présent. Qui n'était vraiment pas là pour ça à la base, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, tu as encore des gens qui étaient là il y a 32, 33 ans quand on a commencé, qui sont encore là aujourd'hui.
qui viennent avec leurs enfants. Je les ai connus célibataires, même avec une autre femme d'ailleurs. Et après, ils se sont mariés, ils ont eu des gosses et tout. Et ces gens-là nous suivent en famille. C'est un truc de dingue. Et donc, toi, tes premières parties professionnelles ou deuxième partie à Bruxelles, Ouais. et eux, t'attends désespérément qu'ils te programment, ils ne le font jamais. Ils ne le et font donc jamais. là, tu te dis, moi, je vais ouvrir mon propre lieu. J'ai des discussions avec Khalil, avec Hamdi et tout ça, les patrons de l'époque, qui vont sûrement voir la vidéo, c'est génial. Et je dis, les gars, c'est quand qu'on nous... Ouais, mais attends. Ils voulaient nous mettre, ils avaient des trucs, mais ils avaient des opportunités telles qu'on ne pouvait pas passer devant Bigard. On pouvait pas, tu vois, c'est parce qu'eux, des fois, c'était à l'arrache aussi, ils programmaient des gens. Et demain, on a, je sais pas moi, je vais te dire, il y a Pierre Péchet qui vient, ou bien il y a Michel Leb qui doit s'amener. Enfin, voilà, j'invente ici, je me souviens plus bien, mais il faisait sauter peut-être un gars moins connu pour mettre ces gens-là, mais tu le comprends, c'est normal. Ils avaient le vent en poupe, c'était quasiment les seuls en Belgique à faire ça, tu vois. Et ils voulaient nous programmer, mais ça durait, ça traînait. Et après 2 ans et demi, 3 ans, on se dit, écoute, c'est quoi, tu vas pas nous programmer, ben on va se programmer chez nous. C'est comme ça que c'est arrivé, c'est comme ça tu que vois. c'est né. Ouais. Il y a eu même un petit peu des tensions, parce que c'est des potes, on s'entendait super bien, et on leur doit beaucoup dans notre ascension, dans l'humour, etc. Et puis, il s'est dit, ouais, mais t'as ouvert ton truc, on était un peu en concurrence quelque part, tu vois. Ouais. Alors qu'après, on s'est rabiboché, ça c'est bien moi, chez nous. On s'est rabiboché, on s'est remis autour d'un verre, on a crevé l'abcès, on a continué à vivre sans un à côté de l'autre, parce qu'il y a quelque part la boucherie, rue Saint-Gilles, eux ils étaient au Guillemin, à vol d'oiseau, à 600 mètres, un peu moins même, et on a réussi à cohabiter sans se marcher sur les pieds, tu vois, et on est reparti. Et comment tu fais pour faire décoller la boucherie? Comment tu fais pour contacter les premiers artistes? Comment tu fais pour avoir des artistes toujours de plus grande renommée? Ouais, alors ce qui se passe, c'est que nous, parallèlement à ça, on joue encore au point-virgule. Donc on est crédible par rapport à... Ben oui, les Fratelli sont au point-virgule. C'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui. Le point-virgule est toujours d'actualité aujourd'hui, donc c'est quand même un endroit... Je pense que quand tu fais du stand-up, c'est un truc incontournable. Tu dois passer par là, tu vois. Il y a le joke, il y a le Paname, Art Café, il y a plein d'endroits comme ça où tu es obligé de passer pour gagner en crédibilité. Et nous, on passait par là. Donc, ce qui s'est passé, c'est que on a fait la rencontre d'un gars extraordinaire, Olivier Lejeune, que je salue aussi au passage, qui a eu beaucoup de problèmes de santé. Olivier Lejeune, un ancien de la classe, pour donner la référence aux plus anciens. Et la classe, l'ancien de la classe, donc Olivier Lejeune, vient chez nous. Et là, ça a pris une autre tournure. Parce qu'on ramait un petit peu pour avoir des artistes. Et on restait toujours, souvent, avec des artistes locaux. Et puis, au niveau national, on avait, à l'époque, Marc Herman, Stéphane Steeman. On avait ces gens-là, de Genève, Tataillé, le grand Tataillé. Ouais. On a eu tous ces gens-là. Mais après, on se dit, il faudrait attirer des Français. Et arrive Olivier Lejeune. Et lui, il dit, les gars, c'est génial. Je me sens bien chez vous, c'est familial. Il est resté 1 mois. Il venait quasiment 1 mois par an. Ça a duré quelques années. Où il venait proposer ce spectacle. Et là, il dit, je vais vous donner ce truc de fou, ce que je vais te raconter là. Il dit, je vais te recopier tout mon agenda. Tu téléphones de ma part et tu dis qu'ils viennent ici jouer. Waouh. Et moi, j'ai fait le con. Mais en fait, il a commencé à recopier des artistes très connus. Je ne sais pas comment ça téléphone à ceux-là. Pourquoi ils viendraient chez moi? Il dit, non, mais tracasse, tu téléphones de ma part. Je peux t'aider, je peux appuyer derrière. Ils peuvent me sonner pour avoir des conseils, pour avoir des infos, etc. Et il y avait tellement dans son calepin ou dans son annuaire personnel, on va dire, il y avait tellement des noms, mais il y avait de tout. Il y avait aussi bien des chanteurs, des acteurs, des comédiens, il y avait plein de trucs. Et à un moment donné, il a commencé à photocopier. Il a trouvé dans la rue Saint-Gilles un gars qui lui a fait des photocopies, tu vois, parce qu'il était là pour 1 mois. Et il me donne les photocopies et il me dit, voilà. Et quand je vais jeter un coup d'œil, je vois qu'il y a le numéro, mais carrément le portable, le 06, comme ils disent en France. Ouais. Il y a le 06 de Johnny Hallyday. Je dis, putain, c'est pas vrai, je suis fan. Il faut que je l'appelle, mais je vais lui dire quoi? Je vais quand même pas lui demander de venir, tu vois. Et moi, en fait, j'ai eu Johnny Hallyday au téléphone sans lui parler. Ça, c'est un truc de fou. Je dis, putain, il faut que je téléphone, c'est quand même pas assez irréel. C'est Johnny. Mais je dis, Olivier, c'est vraiment Johnny Hallyday, là, sur ton truc. Il dit, oui. Et un jour, j'attends d'être tout seul. Un jour, je suis là, il y a le téléphone qui est là. Je dis, je le fais pas. Rien que pour entendre le son de sa voix, tu vois. Je prends le téléphone et je fais son 06. Salut, c'est Johnny. Allô, ouais. Alors, il voit un numéro de Belgique. Et je téléphone vraiment sur son portable, quoi. Tu vois, le gars. Et t'as pas parlé? Non, je fais, ouais, allô, il s'énerve.
« Ouais, c'est qui, là ?» Et j'ai raccroché. Je dis, putain, je vois mon frère qui arrive quelques minutes après. Je dis, gars, j'ai eu Johnny au téléphone. Comment ça? Ouais, je te jure, j'ai eu Johnny au téléphone. J'ai tout. Et tu lui as dit quoi? Rien, j'ai raccroché. J'ai raccroché. Un truc de fou. Et la boucherie, c'est combien de spectateurs? De spectateurs? Combien de places? Ouais, combien de places? Alors, nous, on trichait, parce que pour les pompiers, c'était 99. Et nous, on aimait bien être rentabilisé un max. Et puis, on voulait mettre un peu plus de monde. On savait monter jusqu'à 120 personnes. Maintenant, il y a prescription. Mais au tricher, on montait toujours jusqu'à 110, 120 personnes. Il y a des spectacles où on n'avait pas le choix, parce que c'était la folie. Tu sais, nous, on est partis d'un truc à 3, avec mon frère et Christophe. Et on part d'un petit truc à 3. Et tu as quand même Jamel Debbouze qui se retrouve à venir tester ces spectacles-là. Il y a, à l'époque, Walidia qui fait ses premières parties. On se retrouve avec Malik Bentala l'année d'après, qui fait aussi les premières parties de Jamel. Il était aussi dans le Jamel Comedy Club, etc. On a eu Popek, on a eu des autres, on a eu des gars comme Pierre Péchet, on a eu des monuments de l'humour. C'est quoi l'anecdote parmi toutes dont tu te souviens le plus? Des anecdotes, il y en a plein. Il y en a une, il y a Didier Gustin à l'époque qui vient dans... je ne sais pas si je peux la raconter, mais je vais la raconter quand même. Il y a Didier Gustin qui vient jouer son spectacle. Et son spectacle, c'était une mise en scène de... putain, j'ai calé sur le nom. C'est un des trois inconnus. Pascal Légitimus, merci. Pascal Légitimus qui est là et qui fait la mise en scène. Donc, ils arrivent un jour avant pour faire les réglages, pour prendre un petit peu, s'imprégner de la salle, etc. Et moi, je suis tout content. Je sais qu'il vient. Parce que c'est les premières dates et il venait rôder chez nous. Et je sais qu'il y a Légitimus. Et moi, tu sais, quand t'es gamin, notre génération, Légitimus, c'est waouh, c'est fantastique. Je vais en faire rencontrer un de mes idoles. Tu vois ce que je veux dire? Si même j'en ai pas vraiment des idoles, mais en admiration beaucoup pour ce qu'ils ont fait. Et j'arrive un peu en retard. Ils sont déjà dans la salle en train de répéter. Et moi, j'attends du côté bar. Je ne vais pas les déranger, je ne veux pas rentrer. J'attends du côté bar impatiemment qu'ils sortent pour enfin serrer la main à Légitimus, ils sont là, et le mec me prend de haut. Oh. Mais juste avant ça, je vois une de mes serveuses, parce qu'en fait, on préparait la salle pour le soir, et je vois une de mes serveuses qui passe et qui tire une tête. Elle était avec elle avait la larme à l'œil. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé, Sandrine? Qu'est-ce qui se passe? J'ai voulu dire bonjour à Pascal Légitimus, et il m'a engueulé. Je dis, comment ça? C'est quoi le truc? Et moi, j'étais mitigé entre deux autres. Je me dis, quand il va sortir, est-ce que je vais être content de le voir ou est-ce que je dois lui faire la remarque parce qu'il a fait pleurer ma serveuse, tu vois? Et là, il sort. Ce qui devait arriver arriva. Je lui dis bonjour bien gentiment. Il me fait, t'es qui, toi? Et il me prend de haut, là, tu vois? Et là, une fraction de seconde, je dis, attends, déjà, il a mal parlé à ma serveuse. En plus, il me parle de moi, mais il ne sait pas que je suis le patron, un des patrons ici. Et là, je l'ai repris de voler. Je dis, écoute un peu, viens un peu ici, je vais t'apprendre un petit peu les bonnes manières. Je lui dis, je ne sais plus trop bien ce que je lui dis. Lui, là, il tilt. Il y a un blanc, tu vois, mais tu sais, 4-5 secondes, c'est énorme. Et là, il s'excuse. Et je lui ai fait comprendre que ce n'était pas bien ce qu'il avait fait avec ma serveuse. Et on est devenus je ne vais pas dire des grands amis, mais on est devenus des potes, quoi, tu vois. Tous les soirs, après les spectacles, on allait dans le carré, on allait manger. Et il s'est dit... En fait, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, mais Liège, c'est trop convivial, les gens sont trop gentils. Et il dit, je m'excuse parce que vous êtes tellement gentils avec les gens qu'on se dit, ça cache quelque chose. Ah. Tu vois? Et il dit, on m'avait prévenu que les Liégeois, c'était des gens accueillants, etc. Mais j'ai pris ça comme quelque chose, tu vois, derrière, il y a quelque chose qui va mal se passer. Tu vois? Et lui, il a pensé comme ça. Mm-hmm. C'est quand tu viens de Paris avec Liège, voilà. Il y a un monde de différence, je veux dire dans l'accueil en tout cas, tu vois. Et là, il s'est excusé, il a tilté, il s'est dit, je m'excuse. Il dit, vous êtes tellement géniaux, vous les Liégeois, c'est un truc de fou. Il dit, les Belges, je savais, mais à Liège, c'est encore plus, quoi, tu vois. Et c'est lequel qui t'a le plus inspiré? Alors, moi, quand j'étais... Ou impressionné. Alors, moi, quand j'étais plus jeune, beaucoup plus petit, d'ailleurs, maintenant, il a fait de l'humour très... Je veux dire, c'était très court, sa carrière dans l'humour. J'avais ses cassettes, j'avais 2 ou 3 cassettes VHS à l'époque, avec les vieux vidéos qui pesaient une tonne. Tu te souviens des vieux vidéos? À l'époque, on n'en avait pas, on devait aller au vidéoclub,
On devait, Non, mais quand même, on devait le porter à deux, le truc. Parce que le vendredi soir, tu allais au vidéoclub ou le samedi soir. Mais tu prenais et quoi tu comme prenais film? deux Tu prenais films. quoi, toi, Non, moi, comme j'avais pas derrière le rideau. Derrière le rideau, j'y allais pas. Eh ouais, mais à l'époque, il fallait deux pour porter le machin. C'était un truc qui faisait 25-30 kilos. Il y avait des 3 têtes, des 4 têtes, des 5 têtes, des 6 têtes. Ouais, il faut prendre le 6 têtes. On ne savait même pas pourquoi, mais il fallait prendre le 6 têtes, tu vois. Et on allait le louer, on était avec les cousins, les copains, il fallait le porter, quoi, le truc. Il fallait une brouette, quoi, tu vois. Et à l'époque, moi, je louais les cassettes. Après, je me suis procuré les cassettes d'Albert Dupontel. Mm-hmm. Albert Dupontel, qui a une carrière très courte dans l'humour, mais il m'a fait tellement rire. Et après, on a vu ce qu'il a fait au cinéma. C'était un gars extraordinaire. Albert Dupontel, il m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Quand il est venu chez toi? Non, il n'est jamais venu chez moi. Il n'est jamais venu chez toi. Non, je ne l'ai jamais rencontré, malheureusement. On va peut-être un jour se rencontrer, qui sait. Mais j'adore ce qu'il fait. C'est lui qui m'a vraiment inspiré. D'ailleurs, je prenais un petit peu des intonations. Au tout début, tu sais, il faut bien que tu prennes quelqu'un comme modèle. Une inspiration. Et j'avais beaucoup des intonations et des trucs un peu comme lui. Et c'était une super époque. Lui, il m'a vraiment, vraiment beaucoup inspiré. Et il y a eu Elie Kakou aussi et François Pirette. C'était vraiment, quand j'étais jeune, moi j'adorais. Tu retiens quoi d'eux? Je retiens que... Alors, j'ai eu une phase avec François Pirette où j'étais tout content de le croiser un jour à Ville dans le Carré, parce qu'il sortait beaucoup, il était souvent dans le Carré à une époque, où j'étais tout content de le voir, et lui, il n'était pas content de me croiser, tu vois, il ne me connaît pas, tu vois, donc en même temps, moi je suis personne, je commence dans l'humour, mais j'étais tout content d'aller lui demander un autographe sur un carton de bière, là, tu vois. Ah ouais. Et il m'a pris un peu de haut. C'est un gars super, que j'ai rencontré des années après. Je lui ai rappelé l'anecdote et il m'a dit « Ouais, c'est possible. » Il dit « J'ai quelquefois été con, il dit, avec des gens qui venaient vers moi, etc. » Mais des fois, tu vois, il ne faut pas les juger. Les gens, il faut se dire « C'est peut-être pour se protéger. » Il dit « Ouais, il voit ma tête, il dit qu'est-ce qu'il veut, etc. » Il a fini par me signer le carton de bière. Et puis, c'est un gars qui a fait... Je pense qui a fait connaître l'humour belge aussi au-delà des frontières. Enfin, je veux dire, en France, etc. Ouais. J'aime bien ce qu'il fait. J'ai toujours aimé. Elie Kakou, c'est un phénomène. Hein. Elie Kakou, c'est aussi un gars autodidacte, je crois. Si j'ai bien compris, je l'ai rencontré à ses débuts. C'est un mec qui a fait une ascension fulgurante. J'avais été le voir au forum, c'était la folie. Il y a des gens qui sont restés dehors. C'était encore l'époque des billetteries. Il y avait vraiment une buraliste qui te vendait les tickets. Donc, tu ne savais pas réserver sur Internet. Donc, il y a encore des gens qui tentaient leur chance le jour même, tu vois. Et il y a plein de gens qui sont restés dehors. Et il n'a pas fait qu'une fois. Et moi, chaque fois qu'il est venu au forum, je suis venu le voir. C'était un gars fantastique. Et il proposait autre chose à lui. Il était aussi dans tout ce qui était chorégraphie, danse, etc. Il n'y avait pas que je te raconte des histoires. C'était un spectacle complet. C'était vraiment avec du chant, de la danse, etc. Et la boucherie, ça s'arrête pourquoi? Ça s'arrête avec l'arrivée du Covid. Moi, j'étais déjà parti, j'avais déjà quitté le navire parce que j'en avais marre de faire des allers-retours entre Paris et Liège et je mettais trop d'énergie dans le café-théâtre et je ne pensais plus à ma carrière, tu vois. Et j'ai décidé de laisser mon frère et Christophe gérer la boucherie. C'était toujours mon bébé, j'étais toujours là, mais j'avais dit, voilà les gars, moi je ne suis plus actif, continuez. Et j'ai commencé à rouler ma bosse sur Paris. Je suis resté pas mal de temps sur Paris. Et là, j'ai pris une direction en solo. Et quand je revenais, c'était toujours, évidemment, pour jouer en duo avec mon frère, parce que le duo ne s'est jamais arrêté. Mais lui, il a fait sa carrière solo, de son côté, pendant que moi, je faisais mes solos sur la France. Et là, avec ton frère, les Fratelli, ça fait 32 ans, ouais. Plus ou moins. Ouais. C'est quoi les secrets de la longévité? Parce qu'il y a des couples, ils n'arrivent pas à tenir 5 ans. Alors, le secret de la longévité, Mike, c'est qu'il y a eu des coupures. Ça veut dire qu'il y a eu des coupures, il y a des moments où tu n'appelles plus. Il y a des moments où, comme on dit, on n'est plus bankable, on n'est plus... on va les appeler, est-ce qu'ils vont remplir Alors, on ne nous appelle plus, mais ça ne veut pas dire qu'on ne croit plus en nous. Il y a des moments où on ne nous a plus appelés, on ne nous a plus payé pour faire ce qu'on aime, mais nous, on a quand même continué à le faire. Ça veut dire que nous, on allait tester nos vannes dans des cafés-théâtres sur la France, dans le Nord, à Lille. On allait à Paris, on s'est éloigné aussi, on a été un petit peu dans le Sud, etc. On a même joué en Suisse.
On a représenté, mais ça peu de gens le savent, mais on a représenté la Belgique dans des festivals d'humour en Suisse. Ok. Montreux? Pas Montreux, malheureusement, on ne sait jamais. Il n'est jamais trop tard. Mais à Boudry, à Neuchâtel, on a joué en Suisse, on représentait la Belgique. C'est un truc de dingue, quoi, tu vois. Pourquoi nous? Mais on était toujours là. Donc on n'était plus, je vais dire, dans les télés ou les radios belges, etc. Mais on était en Suisse en train de faire quand même la même chose, quoi, tu vois. On était en Suisse ou en France et on continuait, malgré tout, à vivre de ça. C'est un grand mot. En fait, nous, les Fratelli, on a vraiment vécu de l'humour. On a vraiment gagné de l'argent avec l'humour quand on avait notre café-théâtre. Ça nous permettait d'avoir un salaire garanti. C'est-à-dire que tous les mois, on savait qu'on allait avoir un salaire garanti. Parce que faire l'humoriste, en Belgique, c'est faire... ton salaire, il n'est pas garanti. Tu ne vas gagner que quand tu joues, tu vois. Mais aujourd'hui, on va y revenir, mais tu produis aussi le stand-up boulevard, où là, tu rassembles des grands noms. Ouais. Ces gens-là, ils vivent de l'humour? Je pense, avec des hauts et des bas, c'est un artiste, on va dire artiste, dans le sens large, c'est comme la bourse. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il y a des ascenseurs émotionnels terribles. Tu peux très bien être à la télé pendant 6 mois, à la radio pendant 1 an, puis après pendant 2 ans, il y a moins de trucs qui se passent. Mais alors, c'est toujours à toi d'aller frapper aux portes, c'est toujours à toi de proposer quelque chose de nouveau. C'est évidemment, si tu fais les mêmes sketchs pendant... Avec le paradoxe que si tu frappes aux portes, c'est... inconsciemment que tu fais un aveu de faiblesse. Dire, si je vais frapper, c'est que je ne suis pas assez bon pour qu'on m'appelle, et quand je suis sur le haut de l'affiche, tout le monde m'appelle. Ouais, ça peut être perçu comme ça, mais si tu proposes quelque chose de nouveau, ils sont curieux. Et si tu vas frapper aux portes et tu dis, j'ai autre chose, je peux vous proposer ça, vous avez vu ça, ça et ça, mais là, maintenant, j'ai ça. Tu sais, le truc, c'est que c'est comme un chanteur. S'il va toujours chanter la même chanson, à un moment donné, on ne va plus l'appeler. S'il est calé sur un album, le gars, c'est fini. Maintenant, il va falloir que tous les 2-3 ans, il faut se renouveler, tu vois. Et ça, j'ai beaucoup de respect pour des artistes comme Dieudonné qui ont 2, 3, 4, 5 spectacles sur l'année. Le mec, tu te dis comment est-ce qu'il fait? Il a une inspiration fantastique. Après, il est dans un autre créneau avec tout ce qu'on lui colle dessus, etc. Mais j'adore, je l'ai rencontré et j'adore ce gars-là et j'adore sa façon de faire il va te créer 4 spectacles sur 1 an. C'est un truc de fou. C'est incroyable. C'est un truc de fou. Et tu donnerais quoi comme conseil à un jeune aujourd'hui qui veut se lancer dans l'humour? Je suis absolument personne pour donner un conseil. Je vais juste dire, il faut croire à ses rêves. Il ne faut pas lâcher. Il y a plein de portes qui se ferment, mais il y en a beaucoup qui s'ouvrent aussi. Et quand on est déterminé, on peut aller loin. Même avec très peu d'expérience, on peut aller loin. Maintenant, ce que je reproche à certains jeunes d'aujourd'hui qui courent les stand-up, parce que c'est la mode, il y a des stand-up dans des bars, dans des restaurants, dans des caves, il y a des stand-up partout, dans des rooftops. Enfin, il y a des stand-up à tire-larigot et c'est bien. Mais ce que je reproche, c'est qu'il y a des petits jeunes comme ça qui ont 15-20 minutes. Ça fait 10 ans, ils ont 15-20 minutes. Donc, je ne sais même pas si on peut encore les appeler des petits jeunes. Parce qu'en fait, ils sont restés calés là, parce que ça marche. Et ça marche avec ça, mais à un moment donné, ça va commencer à... C'est le déclin, quand tu vois ça. Il faut se renouveler. Il faut absolument se renouveler. Tout le temps. Et toi, sur les réseaux, là, tu fais partie de la bande de contacts, on va y venir aussi. Tu as des vidéos qui font plusieurs centaines de milliers de vues, voire qui dépassent le million. C'est quoi alors, qui dépasse le million, va rester gentil, il n'y en a pas 1000. Non, mais il y en a. Ouais, alors il y en a dans un concept que j'avais, je ne sais pas si tu te souviens, pendant le confinement. J'avais un concept qui s'appelait « Salut les cons, salut les confinés ». Donc, c'était un truc où j'y étais assis sur mon WC, carrément. Je me filmais comme ça avec mon téléphone. Et c'était toujours « Salut les cons, salut les confinés ». Et je faisais toujours 3-4 minutes sur ce que le journaliste venait de dire, tu vois. Donc, il y avait eu le journal de 13 heures, puis il y avait le fameux Codeco, où tu avais les ministres qui se réunissaient, qui faisaient de l'impro. Et moi, je pense que j'ai improvisé mieux qu'eux. Donc, les gens avaient peur, tu sais pas vers où tu vas, c'est quand même quelque chose de... Tu sais pas ce qui se passe, tu vois. Et moi, j'essaie de dédramatiser ça et de tourner ça à la rigolade, tu vois. Et ça marchait. Et je faisais même des directs, je faisais des lives YouTube, et je me retrouvais des fois en direct avec 70-80 000 personnes qui me regardent. J'ai fait un jour une pointe à 200 000 personnes en direct en train de me regarder, assis sur mes WC. Et j'avais une grosse communauté en France qui me suivait. Et d'ailleurs... J'ai pas surfé sur la vague, parce qu'on me demandait de venir en France, venir faire des spectacles, etc. J'ai pas surfé sur la vague comme certains qui ont vraiment explosé. Je prends l'exemple de Kabilam. Kabilam, fameux youtubeur, là, mais il a vraiment explosé pendant le Covid. Alors,
ce sont des scores que tu ne sais plus faire aujourd'hui parce que pendant le Covid, les jeunes avaient que ça à foutre. Hein. Ils étaient là, tout le monde se filmait, tout le monde était devenu influenceur qui faisait des crêpes, il se filmait, l'autre il faisait un barbecue, il se filmait, l'autre il buvait un verre de vin, il se filmait. Et il y a des gens qui ont eu le vent en poupe grâce à ça et ça a servi à faire carrière derrière. Tu vois. Moi, j'ai eu des problèmes parce que alors je me moquais des ministres, etc. à l'époque et on a fermé ma chaîne YouTube du jour au lendemain. Et j'ai plus accès à tous ces gens je devais recommencer à zéro, etc. J'ai laissé tomber. Ils m'ont eu, tu vois. Mais c'est vrai que là, j'ai eu quelques vidéos qui ont fait 2-3 millions de vues, mais ça reste exceptionnel. Je ne vais pas commencer à dire, ouais, mais les gars, moi, je fais des milliards, des millions. Non. Surtout, non, mais justement, t'as eu des vidéos qui font quelques millions de vues ou quelques dizaines de milliers de vues assez fréquemment. C'est quoi ton rapport avec les réseaux sociaux, justement ? C'est génial. Écoute, si on avait eu, je vais dire, les réseaux sociaux dans les années 90, quand on a démarré, on aurait peut-être une autre carrière ou pas. Après, je ne peux pas dire que c'est de la faute ou grâce, mais nous, on est la vieille école. Tu vois, nous, on imprimait nos affiches, on faisait un saut de colle. Tu vois, la colle à tapisser. On allait dans un magasin de bricolage, le fameux pot jaune là, que tu devais mélanger avec de l'eau. Je dis, putain, tu mélangeais, tu te mets... Patex. Ouais, je dis, ouais, voilà. Je voulais pas citer la marque. Je dis, ok, tu peux demander un petit peu, on partagera. Donc, Patex, on mélangeait. Et tu devais attendre 1 heure que ça devienne dur, etc. Et nous, on partait avec les cousins, les copains du quartier. Les mêmes copains qui étaient là dans le bus et à l'arrêt de bus, qui ont cru en nous, ils venaient coller des affiches avec nous. Il y avait à l'époque encore beaucoup des panneaux d'affichage public qui n'existent plus, je crois, maintenant. Il y avait aussi les réseaux de cadres. Tu devais acheter un réseau de cadres pour mettre tes affiches, etc. C'était notre époque, mais c'était génial. C'était génial. Tu partais avec le saut de colle. Alors on faisait, bon les gars, on va se séparer, un saut de colle pour toi, un saut de colle pour toi, 20 affiches là, 30 affiches. Et on faisait chaque fois le parcours. Écoute, à Sclessin, il y en a 2, à Ougré, il y en a 3, à Herstal, il y en a 7. Et on faisait le tour de tous les panneaux. Et c'était la guerre. Surtout pendant les élections. Wow, quand on devait faire un spectacle pendant les élections. Parce qu'on venait te recoller ah dessus. Ouais, après 10 minutes, tu n'étais plus là. Et on recollait ta tête, rien à foutre, allez hop. Et puis vous avez fait Les Trois Gros aussi, avec Renaud Rutten. Ouais, génial. Comment elle est née, cette collaboration ? C'est un truc de dingue. Mais moi, il m'arrive que des trucs de dingue. En fait, Renaud, il nous adore, il nous met en première partie de tous ses spectacles et de la boîte de contact de l'époque. Il vient jouer dans mon café-théâtre. Le feeling, ça se passe bien, l'amitié commence à grandir, etc. Il y a de la camaraderie, on rigole, on fait la fête après les spectacles, on sort ensemble, etc. Et on voit que ça match entre nous. On dit, putain, les gars, il faudrait quand même écrire un spectacle, tu vois, il faudrait quand même qu'on fasse un truc ensemble un jour. Et il dit, ça va, les gars, qui dit, rendez-vous tel jour, telle heure, telle date, on va se voir et on va écrire 2-3 trucs. En fait, je pense qu'on s'est vu 2 fois 1 heure. Ça a été à une vitesse tellement que ça coulait de source, tu vois, c'était un truc, toutes les vannes arrivaient, bam, 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 bam. Et on a joué ce spectacle-là au départ, on doit le jouer peut-être 15-20 fois à la Boucherie, et on est resté quasiment 6 mois au programme. On a dû bousculer le calendrier, on a dû faire, ça va, ok, on va pas déplacer Popek, parce qu'on l'a programmé, mais Popek jouera le soir, mais nous, on va jouer l'après-midi, tu vois. Bon, Chantal là-dessous, pas grave, pareil, on va jouer l'après-midi, et on commençait à faire 2 spectacles le dimanche et 2 spectacles, le samedi, 2 spectacles le dimanche. Parce que les Trois Gros avaient un succès et on s'est retrouvés au forum avec les Trois Gros. On s'est retrouvés à faire on a peut-être fait 7-8 fois le Trocadéro, on a fait des centres culturels comme Serres avec 6 fois, on a tourné dans toute la Wallonie, c'était un truc de fou. Encore aujourd'hui, c'est un spectacle qui a été créé en 2008, encore aujourd'hui on le joue, encore quelques fois, quand Renaud a le temps évidemment, parce qu'il y a de la botte de contact entre les spectacles qu'il fait, entre les tournages qu'il fait, et aussi entre le fait qu'il est directeur de la bière, la Quai Dodo et l'Ours Bleu, et qu'on doit gérer ça ensemble, c'est compliqué. Et on arrive encore à le caser à gauche, à droite. Les Trois Gros, c'est fantastique. Et donc, Renaud, là, c'est une amitié qui dure depuis combien de temps ? Plus de 30 ans, ouais. Plus de 30 ans aussi. Ouais. Et là, je vois Tournée Rutten. Tu peux nous en dire un peu plus ? Voilà, Tournée Rutten, c'est un jour, je me réveille et je dis, il faudrait quand même faire un jour une bière avec Renaud. Mais c'était pas n'importe quel jour, donc ça se passe. Je me réveille 26 décembre, il est 14h30, j'avais bien bu à Noël, on avait fait la fête en famille, etc., avec des amis et tout. Je me réveille, j'ai un peu la gueule de bois, et je lui téléphone, pardon, c'était à 25,
C'est un 25 décembre, ça ne change pas grand-chose, mais je lui téléphone pour lui dire quand même Joyeux Noël. Et là, il décroche, et lui, à mon avis, il avait fait la fête aussi, il avait la voix un peu... Et je dis, Renaud, j'ai une idée, Joyeux Noël, j'étais un peu confus. Je dis, Renaud, ce serait bien qu'on fasse une bière ensemble et tout ça. Ouais, ça va, gros, tu m'en reparleras une autre fois, avec sa voix, là. Et rappelle-moi, ça va, j'ai la tête dans le cul, ok, ça va. Donc, il me rappelle 2-3 jours après, il me dit, c'était en Noël et Nouvel An, il me dit, mais c'est quoi cette histoire de bière, là? Tu m'avais appelé. Mais je dis, ce serait quand même bien de faire, hors de tes 2 meilleures blagues, 2 bières. Tu vois, l'ours bleu, la mythique blague de Renaud de Rutten qui cumule des millions sur les réseaux, qui est connue partout, au-delà des frontières, et partout où on parle français, je crois que l'ours bleu, elle est connue. Et après, on se dit, ben, on ferait bien la Kédodo, qui est une blague aussi très, très connue. Et c'est parti comme ça. C'est parti d'un délire à la base, de dire, tiens, on ferait bien. Mais on ne s'attendait pas à ce que... Allez, je veux dire, on ne s'attendait pas à ce succès, parce que maintenant, on la retrouve un peu partout, en grande surface, dans les brasseries, dans les hôtels, dans les beaux bars et dans les guinguettes, on la retrouve partout. Et c'est quoi ton rôle? C'est quoi ta place dans... Alors, on est associés, on a fait ça ensemble, on a créé la société ensemble. Et mon rôle, moi, je suis vraiment le commercial de Tournée Rutten. C'est moi qui fait les contrats avec les grandes surfaces. C'est moi qui fais le planning pour les gens qui vont livrer la bière. Voilà, je chapeaute un peu tout ça. Et Renaud, c'est le grand directeur. Il vient montrer sa tête quand il faut pour faire des dégustations, pour faire une publicité ou l'autre sur les réseaux. Et on avance ensemble. Et ça nous rapproche encore plus. On se fréquente encore beaucoup plus. Donc, voilà. Et la bande à contact, là c'est reparti depuis quelques temps. Ça fait un an. Ça fait Pile un poil an. un an. Ouais. Comment c'est reparti? Comment c'est né? Alors, comment c'est né? Renaud m'appelle et il me dit, je vais relancer la boîte de contact. Ok, il dit, tu connais pas des jeunes qui voudraient faire des blagues, etc. Mais je dis, t'en faut combien? Il me dit, écoute, tu veux faire un casting, ramène-moi un maximum de gens, tu vois. Et entre-temps, RTL fait un casting aussi sur les réseaux. Parce que la boîte de contact, c'est le groupe RTL. Ouais. Donc, ils font le casting sur les réseaux. Donc, il y a des gens qui s'amènent de tous les horizons, de toute la Belgique, et pas nécessairement des gens qui font de la scène, tu vois. Et Renaud veut donner la chance à tout le monde. Donc, il me dit, écoute, tel jour, telle heure, telle date, viens avec moi. Mike sera dans le casting aussi, il sera dans le jury. C'est génial. Donc, Mike est là, qui est là au début. Donc, Mike est dans le jury. Je suis là avec lui dans le jury. Et il y a aussi Bérénice, je crois. Ah. Ouais. Donc, on se retrouve, si je ne me trompe pas, ouais. On en est 5-6 dans le jury, dont des gens d'RTL. Toi, tu n'es pas dans le jury à ce moment-là. Je suis dans le jury. Ah, toi, tu es dans le jury. Je suis dans le jury. Mais à aucun moment, il me dit, André, viens, présente-toi, ne fais pas le jury, viens te présenter. Il ne me propose pas, parce qu'en fait, lui, il veut donner la chance à des jeunes. Des mecs qui ont 20, 25, 30 ans, tu vois. Et c'est ce qui se passe. Donc, première version, premier groupe qui se forme. Il y a tous des petits jeunes qui sont là, etc. Première captation télé et réseau donc qui se passe au Comédie en Île. Je suis invité à venir voir les gars qu'on a castés, tu vois. Donc, il se passe que ça se passe pas trop bien avec deux débutants, on va dire, qui étaient super bons au casting, mais évidemment que ça se fait entre nous, il n'y a pas de public, etc. Il n'y a pas les caméras, donc ils ont eu une pression supplémentaire et ils n'étaient pas à l'aise face aux caméras et surtout face au public. Donc, c'était beaucoup de choses pour eux d'un coup, tu vois. Donc, on aurait dû peut-être les mettre crescendo, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et à l'entracte, je vais prendre mon verre au bar et j'ai mon téléphone qui sonne, mais il était sur vibreur, tu vois. Ça vibre, mais je ne fais pas trop attention, tu vois. Puis je regarde 14 appels en absence. Qu'est-ce qui se passe, Renaud? Ouais, Renaud, dépêche-toi, viens avec ton frère, viens vite. Tu vas remplacer les 2 gars avec ton frère, vous allez remplacer les 2 gars. Je dis, comment ça? On n'est pas prêt, on n'a pas de blague. Eh gros, tu m'emmerdes pas, dépêche-toi, viens vite dans les loges. Donc j'arrive dans les loges, qu'est-ce qui se passe? Écoute, on va recommencer la deuxième partie, mais les 2, t'as vu? J'y vais, en effet. Ok, donc on leur dit gentiment que les Fratelli vont prendre leur place. Et Renaud arrive et à l'entracte, il dit, on avait une surprise pour vous. Les Fratelli Brothers sont là. Bon, les gens ni vus ni connus. Voilà, les 2 gars, ils ont vécu un bon moment parce qu'ils ont quand même fait la première partie. Ça tourne encore, leur blague tourne encore dans les réseaux, etc. Ils n'étaient pas prévus, ils n'étaient pas à l'aise dans cet exercice-là. Et nous, on est arrivés... On a fait le taf derrière, voilà, on a sauvé un peu les meubles et on est resté là, ça fait 1 an qu'on est là. Et aujourd'hui, si des jeunes veulent faire partie de cette bande, quelles sont les démarches?
Alors aujourd'hui, le casting, il est ferme, enfin, je veux dire, il est bouclé. Après, peut-être qu'il y aura un jour ou l'autre encore un appel à candidature, mais là, l'équipe, elle est formée. Et peut-être, pourquoi pas. Et moi, j'encourage les gens, le jour où il y a ce casting-là ou un autre, qui se remettra en place ou pas, je ne sais pas. Mais quand il y a des castings, allez-y. Présentez-vous. Il ne faut pas dire ouais, mais l'année prochaine ou après. Moi, ce que j'aime bien, je prends l'exemple de The Voice Kids. C'est génial. C'est génial de donner la chance aux enfants, tu vois. On ne fait pas ça dans l'humour. Peut-être que ça viendra un jour ou l'autre. Ou si ça existe, je ne suis pas au courant. Mais en tout cas, j'aurais bien voulu, moi, quand j'étais gamin, de pouvoir faire un truc comme ça, tu vois. Et je trouve il faut déjà le courage. Et il faut déjà être bien entouré. Parce que je ne pense pas qu'un gamin de 12, 13, 14 ans se dit « Tiens, je vais aller m'inscrire ». Je pense qu'il faut être encadré. Et il faut déjà, derrière, que les parents croient en toi, tu vois. Et aujourd'hui, la board à contact, c'est combien de tournages par mois, combien de captations? Alors, c'est une captation par mois. Ouais. Ça tourne en réseau, ça passe sur Club RTL et sur RTL District. Et c'est génial parce que, tu sais, nous, on est connus, les Fratelli, on est connus parce qu'on fait de l'humour surtout à Liège et en Wallonie. Mais quand tu te promènes et tu vas te promener sur la Grand Place à Bruxelles ou bien tu vas même prendre un café à Knock ou quoi, ben, tout le monde te reconnaît. C'est ça qui est génial. « Eh monsieur, c'est vous ? Eh monsieur, c'est vous ? Ah ben c'est le gars de la boîte de compte. » Ça fait plaisir, tu vois. Parce qu'on fait ça pour ça. Parce que quelque part, on fait ça pour être connu et reconnu. Mais ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas d'âge. On a tellement eu des ascenseurs émotionnels. Ça a tellement fait, comment est-ce qu'on dit, montagne russe, tu vois. Ça a tellement fait, t'es là, tu montes et tu descends. Et après, tu dis, ben, c'est jamais fini. J'ai 48 ans. Et aujourd'hui, les gens sont contents de me voir et ils me reconnaissent. Et ça veut dire quoi pour toi, être connu et reconnu? Parce que tu dis, on fait ça pour ça. On fait ça pour avoir une certaine reconnaissance du travail accompli. Et après, je m'en fous de signer des autographes. Je ne suis pas là en train de dire « Ouais, c'est génial, j'ai fait 5 autographes aujourd'hui et 10 photos. » Je ne suis pas dans ce trip-là. Je suis quelqu'un de très simple et je n'ai pas la grosse tête, malgré qu'on a fait un peu de télé, etc. Je suis très conscient que ça peut s'arrêter très vite. Et ça commence bizarrement, en fait. Ça peut commencer avec rien et ça peut s'arrêter très vite. C'est pour ça que je suis admiratif de la carrière de chapeau bas pour une carrière comme Renaud Rutten, des carrières comme Mark Herman, comme des carrières comme Stéphane Steeman, des gens qui sont... Stéphane Steeman n'est plus là, mais ils ont fait des carrières de 20, 30, 40 ans, c'est un truc de fou. Tu crois qu'ils ont tous un besoin de reconnaissance? Je pense que oui. Il y en a que ça nourrit un peu le truc. Mais après, c'est pas obligatoire. Tu vois, moi, j'ai pas besoin je ne vis pas pour ça exclusivement. Tu vois, je peux avoir de la reconnaissance dans d'autres choses que dans l'humour, que dans la scène, etc. Moi, quand j'ai déjà la reconnaissance, déjà quand mon père il est content parce qu'il m'a vu passer à la télé, parce qu'au début c'était compliqué, c'était difficile, et quand maintenant, hey, j'ai vu ta blague, hey, je suis content. Moi, je vais le voir, je passe chez lui, je vais lui dire bonjour, il vit seul, tranquille dans sa petite maison, et il attend qu'une chose, c'est que les Fratelli passent sur Radio Contact, tu vois. C'est génial. Déjà, ça, pour moi, j'ai tout gagné. Après, si on ne me reconnaît pas dans la rue, je m'en fous. Pas grave. Et là, on a parcouru ton histoire. On voit qu'il n'y a pas de formation d'acteur. C'est quoi ton avis par rapport justement à ces coachings d'acting, ces écoles d'acteurs, ces formations? Alors, moi, je dis que il en faut, c'est génial. Il faut se former, mais je suis convaincu que ce n'est pas obligatoire. Ça veut dire que si tu crois en toi, encore une fois, la meilleure école, c'est la scène. Et plus tu vas jouer, plus tu vas apprendre. Nous, on était vraiment, je te dis, on a eu la chance d'avoir les frères Vardar, créateurs du Comicar, à l'époque avec Mark Herman, qui avait créé les Comicars, et qui, eux, nous ont donné la chance de pouvoir jouer tous les jours. Et en Belgique, jouer tous les jours, je crois qu'aujourd'hui, c'est même pas encore possible. Nous, on l'a fait il y a 25, 30 ans. Et nous, on a appris sur le tas. Tu vois ? Et on s'est cassé la gueule et on s'est toujours relevé, tu vois, parce qu'il ne faut pas dire que ça a marché du jour au lendemain. Les gens, ils se sont pliés directement. On avait bien 2-3 sketchs qui marchaient, mais il faut tenir 1 heure et demie, c'est pas le même délire, quoi, tu vois. Donc, nous, on est, enfin, je veux dire, autodidacte 100%, jusqu'au jour où il y a un gars on a croisé la route d'un gars qui s'occupait de pas mal d'artistes à l'époque, un metteur en scène, prof de théâtre et d'expression scénique, etc. Nous, on ne savait pas, tous, on ne connaissait rien, tu vois. Il dit, les gars, vous avez un truc, c'est génial ce que vous proposez. Par contre, je vais vous apprendre, si le mec, il est arrivé sans prétention, il dit, mais moi, je ne savais même pas qui c'était, le gars. Et il dit, je vais vous apprendre les silences, les regards, des trucs qu'on a appris après.
le non-verbal, fait, toutes des choses que tu apprends quand tu fais des écoles d'acteurs, etc., que nous, on ne savait pas. Nous, il fallait juste débiter pour débiter, rire pour faire rire, mais il y a des moyens de faire rire même sans rien dire, quoi, tu vois, mais nous, on n'était pas formés à ça, on ne connaissait pas tout ça, et on a appris, sur 2 ans avec lui, on a pris une expérience supplémentaire, mais ça n'a pas de prix, quoi, tu vois. Donc oui, c'est bien de se former, oui, c'est bien d'aller faire des stages. Attention, il y a beaucoup de charlatans qui sortent des CV, ils ont acheté un CV chez TMU à 5 euros. Donc il y a des gens qui s'inventent des carrières pour vendre des formations, donc il faut bien faire attention à qui on a affaire, mais oui, il faut se former, mais ne pas se former ou se former sur le tard comme on a fait nous, parce que nous, on avait déjà de la télé, on avait déjà 10 ans de carrière, on va dire, on n'avait pas encore appris une technique de théâtre, de scène, etc. Tu vois, on a appris tout ça après. Ouais. Et il y a des choses qu'on a appris sur le tas sans même le savoir, on les a absorbées, tu vois, parce qu'on jouait tous les jours. Oui, ça devient naturel. Ouais, voilà. Et aujourd'hui, ton actu, c'est entre autres le stand-up boulevard. Donc là, tu as fait une chose simple de prime abord, c'est rassembler des artistes, mais pas si simple que personne ne l'avait fait avant toi. Et non, j'ai rien inventé. En Belgique. Ouais, mais j'ai rien inventé. Non. Des plateaux d'artistes, ça existe depuis des années. Moi, j'ai pas inventé. Attention, on va me tirer dessus. Non, j'ai rien inventé. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en avant des artistes connus. C'est très compliqué d'avoir 4, 5, 6 artistes connus ensemble et de pouvoir donner en même temps la chance à 1 ou 2, voire 3 artistes moins connus et faire une soirée tous ensemble, tu vois. Oui, mais c'est ça que je veux dire. Aujourd'hui, tu rassembles Cody, Sarah Grosjean, James Dino ou Renaud qui vient, voilà. Mais personne ne l'avait fait avant, mettre ces têtes d'affiche ensemble. Je pense pas. Après, si ça s'est pas fait, ben, tant mieux. Si ça s'est fait, ben, je dirais tant mieux. Et j'espère que ça continuera. Moi, mon truc, c'est de toujours mettre 3, 4 personnes, je veux dire, connues, 3, 4 humoristes connus, avec 1 ou 2 moins connus. Je veux absolument que ces gens-là, il y a des petits jeunes qui gagnent à être connus, tu vois. Donc, il faut les tirer vers le haut. Donc, moi, je les intègre. C'est pour ça que j'ai 2 équipes. J'ai l'équipe A avec les gens beaucoup plus connus. Et j'ai l'équipe B du stand-up boulevard où on propose un spectacle style parisienne où on joue au chapeau. Et là-dedans, je repère un petit peu qui pourrait venir intégrer l'équipe A avec les Sarah Grosjean, les James Dino, les Cody, etc. Et je les fais passer de l'équipe B à l'équipe A. Okay. C'est ça qui est génial parce que je donne la chance. Et je pense qu'il faut donner la chance comme moi, on m'a donné la chance. Les Fratelli, c'est grâce à Renaud Rutten, à des gens comme Marc Herman qui ont accepté aussi qu'on puisse faire les premières parties. Et puis après, ça s'est enchaîné avec d'autres. Et voilà. Et je pense que moi, on m'a donné, je dois pouvoir donner aussi. Et c'est ce que je fais. Et c'est ce qu'on a toujours fait, nous, les Fratelli, avec la boucherie. Tu sais, à l'époque, à la boucherie, on faisait jouer Jérôme de Warzé, qui était au début de sa carrière, tu vois. Et maintenant, il fait un truc extraordinaire avec le Grand Cactus. Ben, le mec, il venait faire des premières parties chez nous, au même titre que Charlier, Martin Charlier, et plein d'autres que j'oublie, tu vois. Après, c'est sûrement pas grâce à moi qu'ils sont arrivés là où ils sont aujourd'hui. Attention, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. J'adore le Grand Cactus et je regarde souvent et je trouve ça génial. Mais voilà, ils sont passés chez nous. Voilà. Si demain tout s'arrêtait, tu voudrais qu'on retienne quoi de toi ? Alors demain, si tout s'arrête, c'est que ça devait s'arrêter. Moi, je crois pas au hasard déjà. Hein. Donc après, je suis quelqu'un qui provoque sa chance. Je suis pas là à attendre et dire pourquoi il m'appelle pas et pourquoi je fais pas ceci, pourquoi je fais pas cela. Voilà, j'ai créé le stand-up boulevard au même titre que j'ai co-créé avec mon frère et Christophe le café théâtre de la boucherie. Tu vois, moi je suis pas à attendre. Tu veux pas de moi parce que tu veux pas que je vienne dans ton festival ou bien dans ton stand-up, ben je vais le créer moi-même mon truc. Je vais pas attendre que tu m'appelles, tu vois. Donc si ça s'arrête, c'est parce que ça devait s'arrêter. J'ai pas l'intention et j'ai aucune envie que ça s'arrête. Donc je pense que ça s'arrêtera pas maintenant du jour au lendemain. Si je l'arrête parce que il arrive une catastrophe ou l'autre, mais je touche du bois. Mais je ne me prends pas la tête. Je prends ce qu'il y a à prendre. Si demain ça s'arrête, je suis au cœur gré. Oui, mais dans 20 ans, quelqu'un qui dit « Ah, Angelo, je l'ai rencontré », tu voudrais qu'il continue sa phrase en disant quoi ? Ben, Angelo, je l'ai rencontré, il m'a fait rire. Ou Angelo, je l'ai rencontré, c'était nul. Ben, qu'il soit franc, en tout cas, il faut que ce soit
ce soit correct. Je fais pas rire tout le monde, déjà. À la base, j'ai pas la tête du comique. Les quelques rôles que j'ai eus dans le cinéma, c'était toujours pour faire le mafieux, le garde du corps ou le sale type qui allait récupérer de l'argent. Bienvenue au club. Voilà. Enfin, moi, ça, c'était plutôt jeune. Hein. Voilà. Maintenant, c'est le papa gentil, Ouais. le papa gâteau. Voilà. Ouais, c'est ça. Ça a évolué. Donc, j'avais pas la tête du comique, j'ai pas la tête de l'emploi. En fait, les Fratelli, c'est le contraire des Taloches. On n'avait pas la tête des comiques. Tu vois, les Taloches, ils n'ont pas besoin de parler, ils font rire. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont deux têtes sympathiques. Nous, pas du tout. Donc, tu vois, on n'était pas prédestinés avec le physique, je veux dire. Après, les temps changent et je pense pas qu'il y a un physique pour faire rire les gens. Mais quand j'ai fait les quelques rôles que j'ai fait au cinéma et les petits rôles qu'on me propose encore aujourd'hui, c'est toujours pour faire un sale type. Je dis, c'est quoi? J'ai pas le temps, j'ai l'entreprise à faire tourner, on doit s'occuper du stand de boulevard, de tourner Ruten, de la bière, etc. Si ça pourrait en plus aller toute une journée, gagner 50 balles et manger 2 chips, une soupe et une gaufre, tu sais bien ce que c'est. 50 balles, c'est de la C'est figuration. fini, ça. C'est de la Ouais, figuration. mais enfin, voilà. c'est les rôles, voilà, c'est un peu plus, c'est mais je sais ce que c'est. Tu vois ce que je veux dire. J'ai c'est. grossi le truc. Ouais. Et tu as rencontré énormément de monde. Hein, des belles anecdotes avec beaucoup de personnes. Certains sont encore là, d'autres sont plus là. Ton grand-père que tu n'as jamais connu. Si tu devais créer une tablée de 10 personnes, tu inviterais qui? Dans les gens que j'ai rencontrés ou pas? Vivants ou pas vivants, que tu as rencontrés ou que tu n'as jamais rencontrés. Tu peux créer la table de tes rêves avec les 10 personnes de ton choix, vivantes ou pas, connues ou pas. Alors, je vais choquer certains. Alors, si j'invite des personnes, si c'est pour faire la fête, évidemment que je vais prendre des gens plus ou moins comiques ou des gens... J'aimerais Coluche à ma table, Dieudonné à ma table, Gad Elmaleh peut-être à ma table, Renaud Ruten, ça c'est sûr et certain. Après peut-être Robert De Niro, Al Pacino, Steven Seagal, Stallone, Van Damme, ça fait beaucoup. Je crois qu'une tablée de 10, c'est pas assez. Mais tous des gens qui m'ont fait rêver peut-être. Ça c'est pour faire la fête. Après peut-être des gens pour leur dire que c'était des gros connards ou des gros... enculé, je ne sais pas si ça va passer. Peut-être des gars comme Hitler ou des gens qui ont fait du mal, etc. Mais les gars, qu'est-ce qui vous a pris? Tu vois? C'est peut-être faire une tablée aussi pour mettre des tartes dans la gueule à certains. Mais voilà, après, j'aime pas de faire de la politique et de parler de tout ce qui se passe, etc. Mais on a plutôt envie que ça se passe bien. Et moi, ouais, une tablée pour rire. Plutôt pour rire et pour passer un bon moment, un grand kiff. Mais des fois, il ne faut pas aller chercher dans les stars. Peut-être des amis qui ne sont plus là. Des gens de la famille qui sont plus là, etc. Peut-être que, sincèrement, c'est sûrement pas avec des stars ou des gens connus. Je m'en fous. C'est peut-être des amis qu'on a perdus ou quelqu'un de la famille. Et ma grand-mère, ma mère, mon grand-père, un oncle ou l'autre, une tante, des cousins, des cousines qui sont plus là. Tu te dis, ben ouais, on ferait une belle tablée à l'ancienne, à l'italienne, avec la pizza sur la table, la grosse bouteille, tu vois, avec l'osier autour, là, tu vois, la grosse bouteille de vin qui sent le vinaigre, mais tu t'en fous, c'est l'ambiance qui compte, tu vois ce que je veux dire. Puis la grand-mère qui arrive avec les canoles à la ricotte, c'est ça le truc. C'est plutôt vers là que j'aimerais bien, ouais, c'est ça. Ça, c'est une belle tablée. Ça, c'est une belle table comme à Noël, les Noëls qu'on n'aura plus, évidemment, tu vois, en famille, les arrangines, tout le truc. Ça, c'est beau. Quelle question t'aurais aimé que je te pose et que j'ai pas posée? Je sais pas, tu sais, c'est un exercice qu'on fait pas souvent, donc on n'est pas habitué à ce genre de truc. J'ai essayé d'être le plus naturel possible. Après, une question, est-ce que j'ai envie de gagner à l'euro-million? Ben oui. Et alors, un truc, tu vois, je gagne à l'euro-million demain. D'ailleurs, demain, il y a une grosse somme, comme tous les vendredis, mais je dis, mais là, c'est vraiment une toute grosse somme. Je continue. Tu gagnes à l'euro-million demain, qu'est-ce que tu continues à faire et qu'est-ce que tu arrêtes? Je continue. Alors, j'arrête de faire tout ce qui me prend du temps et qui ne me rapporte pas grand-chose au final, mais je mettrai en avant beaucoup plus les jeunes. Je ferai sûrement des écoles de théâtre et d'expression scénique, de cinéma, totalement gratuits. Je prendrai mon plaisir à rendre service à des gens qui voudraient et qui gagnent à être connus. Donc, tu es dans la transmission? Ouais, toujours. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien d'être là comme un vieux con. Tu sais, j'ai croisé des artistes qui étaient tellement super... Regarde, je vais citer encore un nom parce que j'aime pas, mais un gars comme Michel Leb qui m'a fait tellement rire, et le jour où je l'ai rencontré, j'avais juste envie de lui dire, gars, tu vas te calmer, tu fais quoi là? Michel Leb, c'est notre enfance, tu vois ce que je veux dire? Tu l'as vu à la télé, et puis tu le rencontres et tu te dis, mais c'est vraiment un gland ce type. Alors encore une fois, il a peut-être des problèmes personnels,
Parce que je me mets à la place des gens, parce que des fois, on dit, ouais, lui, il est bien hautain, c'est une star, et il fait pas un sourire ou il fait pas un autographe. Peut-être que ce jour-là, il était dans ce trip-là. Mais il s'est avéré que je l'ai croisé plusieurs fois, et d'autres personnes aussi que je connais. Le mec, il est pas sympathique du tout. Tu te dis, mais merde, mais c'est pas ça qu'un humoriste doit refléter. Tu vois, quand même, chacun a ses problèmes, et je comprends, mais quand c'est répétitif, tu te dis, putain, quel enculé, pourquoi il a fait ça? T'es mal, tu vois, tu te dis, le mec... Et c'est ce qui m'est arrivé avec Légitimeux, c'est après, on a crevé l'abcès, on est devenus potes, et je dis, ben non, tout compte fait, ben voilà, j'ai compris le comment du pourquoi. Mais il y a plein de gens, en télé, ce sont des gens géniaux, généreux, et c'est juste de la comédie. Et dans la vie, tu es tellement déçu. Tu as sûrement eu pareil avec d'autres, avec des comédiens, etc. Tu te dis, merde, quoi, pourquoi? Et ça casse le mythe parce que tu les admires, et puis en une fraction de seconde, tu te dis, finalement, pourquoi je l'ai admiré autant? C'est ça. C'est ça, tu te dis, merde alors. Merde, alors là, tu retournes dans ton grenier, tu prends les vieilles cassettes VHS et tu les casses, et va te faire... tu ne le suis plus, tu ne le suis plus. Tu ne les suis plus, puis à un moment donné, c'est des gens peut-être qu'on voit moins aussi, mais bon, voilà. Tu vois, derrière toi, il y a plusieurs objets. Ça, ce sont les invités qui sont passés par le sous-sol qui me les ont laissés. Si tu devais me laisser quelque chose, je sais que je ne t'ai pas posé la question avant, et donc ça ne m'étonnerait pas que tu n'aies rien sous la main. Mais si tu devais me laisser quelque chose, tu me laisserais quoi? Je ne sais pas qui est passé et qui t'a laissé quoi, mais ils ne sont pas généreux du tout. Alors les gars, bon, les prochains, ça c'est un message que je dis aux autres qui vont venir après, qui ramenaient un peu un truc, parce que là, on dirait, comme dirait l'autre, on dirait l'étagère de l'équipe de foot belge, tu vois, pas assez garnie. Justement, tu me laisserais quoi? Allez, tu me laisserais quoi? Alors, un objet qui te représente? Moi, je t'aurais pris... alors, il y a deux trucs. C'est peut-être une petite statuette de caméléon et une autre d'une tortue. Pourquoi? Mais la tortue, tout doucement, elle arrive toujours là où elle a envie d'aller, mais elle n'est pas pressée, tu vois. Moi, ça fait 32 heures, donc je ne suis pas pressé. Donc, il y a que des hauts et des bas, on est toujours là. Donc, ça me représente bien. Et puis, le caméléon, parce que je m'adapte à toutes les situations. Demain, je vais parler avec un ministre, je vais me mettre à son niveau, sans prétention. Je vais parler... Je vais pas faire le gros barlos, ouais, je vais pas commencer à me gratter les couilles devant lui, tu vois, mais je vais pouvoir m'adapter. C'est mon petit côté comédien, ça peut-être je vais m'adapter à toutes les situations, et ça me dérange pas de parler demain avec un gars, même un SDF. Ça m'arrive, moi, des fois, le gars, il m'interpelle parce qu'il veut une pièce, et je peux rester une demi-heure à parler avec lui, tu vois. Donc moi, je suis un caméléon. Je suis un mec qui... Je colle pas des étiquettes, j'ai pas envie de savoir le comment du pourquoi. T'es arrivé là ou là, mais si tu me donnes de l'importance, moi aussi je vais te donner de l'importance. Et je vais... Par contre, si tu me calcules pas, tu vas bien aller vite te faire... Et tu crois pas que par rapport à la tortue, que bon, la phrase est connue, mais tout vient à point à qui sait attendre. Est-ce que tu n'as pas l'impression que certaines opportunités, certaines situations que tu as vécues, si elles étaient arrivées plus tôt dans ton cheminement, tu les aurais pas appréciées et vécues de la même façon? Ouais, c'est possible, ouais, tout à fait. Tout à fait. En fait, c'est un peu... Tu vois, ce qui arrive dans une carrière artistique, c'est un peu ce qui t'arrive un peu en amour. Ça te tombe dessus quand tu t'y attends pas, là, tu vois. T'as déjà cette phrase-là, on l'a déjà dit, ça te tombe dessus quand tu attends. Tu t'as croisé ta femme à la caisse 4 du Lidl, exactement. Tu sais même pas pourquoi, tu vois. C'est un exemple ici. Ou alors tu marchais dans la rue, elle a fait tomber un truc, tu l'as ramassé, et puis ça c'est... Mais c'est pareil dans une carrière artistique, je trouve. Ça tombe dessus quand tu t'y attends pas. Après, on fait tout pour, évidemment. On fait tout pour, et c'est ça. Certains traduisent la chance par cette phrase en disant c'est juste être prêt pour quand l'opportunité se présente. Ouais. La chance, c'est ça. Et en effet, on fait tout pour. On fait tout pour être prêt au moment où ça se présentera, mais on ne sait jamais quand ça se présente. Ouais, écoute, on ne sait jamais quand ça se présente, et je pense que les artistes qui ont duré dans le temps, c'est des artistes qui ont vécu des choses, tu vois. Si tu es propulsé trop vite et tu arrives avec un truc trop vite, j'ai pris l'exemple tout à l'heure avec les réseaux, il y a des gens avec 20, 15 minutes, 30 minutes, ils ont été propulsés, puis après ils n'ont plus rien à proposer. Au revoir et merci. Mais si tu as galéré, tu vois, tu sais, moi j'ai passé quelques années à Paris où je suis resté sur place, où j'ai fait des allers-retours, etc., avec 3 fois rien. On devait partager des chambres.
à plusieurs artistes. C'était des auberges, tu vois. Et on partageait des chambres à 10, 12 personnes. Et tout le monde, alors c'était une belle énergie, parce que tout le monde dans cette chambre et dans l'auberge veut réussir dans quelque chose. Il y avait un chanteur dedans, il y avait un imitateur, il y avait un comique, il y avait plein de gens qui voulaient réussir, mais c'était des artistes tous ensemble, tu vois. Il y avait une énergie fantastique. J'ai rencontré des gens extraordinaires et même des gens qui sont devenus aujourd'hui des gens fort, fort connus, quoi, tu vois. Les gens fort connus qui sont humoristes à la télé, ils sont drôles dans la vie? Ceux que je connais, ouais, quasiment Ouais. tous. Ouais. Moi, j'ai eu la chance, avec mon frère, de rencontrer les Nous, c'est nous, à l'époque, Ah ouais, je me avec rappelle l'époque ça. de Jean Dujardin, tu vois. Il y avait l'époque de Jean Dujardin qui était dans les Nous, c'est nous. Et c'était, je ne sais pas, le Jean Dujardin qu'on connaît aujourd'hui, qui a eu plein de prix, etc. Mais le mec, en dehors, parce on a lié d'amitié, etc., et en dehors des coups d'humour, quand on s'est rencontrés là-bas, on a fait des premières parties, on s'est rencontrés un peu dans Paris, etc. À chaque fois, on passait un moment extraordinaire après. Après le tournage ou après la soirée, on restait toute la nuit à passer des trucs de fou. Je ne sais même pas les raconter, j'ai pas assez avec 3 heures ici pour te raconter tout ce qu'on faisait. Et c'était un gars super drôle, super comique. J'espère, en tout cas, j'espère qu'il est resté comme ça. Ça sert à rien de se prendre trop au sérieux, Mika, tu vois. Aujourd'hui, tu es en haut, après tu es en bas. Tu t'en fous, tu continues à vivre. Tu vois, je vais au Carrefour tous les jours, je vais faire mes courses. Tu vois, je veux dire, je suis le même. Comme dirait l'autre, tous les matins, on va à la toilette comme tout le monde. Exactement. Quoi, tu vois, on s'en fout. Tu vois. Et encore, avant de clôturer, une anecdote drôle que tu voudrais raconter? Une anecdote drôle. C'est peut-être pas drôle, c'est pas drôle. Je rencontre Pierre Péchet et on se lie d'amitié. Et Pierre Péchet était programmé au Café Théâtre de la Boucherie. Il reste, je crois, 3 semaines. Tu peux expliquer c'est qui Pierre Péchin pour quelqu'un qui le connaîtrait pas? Alors que Pierre Péchet, c'était dans les années 70-80, c'était le mec qui tenait l'affiche, qui était le plus grand humoriste français avec Coluche. Donc c'est pas n'importe qui. Là, on parle d'un ténor, quand tu vois. Donc c'est vraiment un gars, il est sur France Inter, il a sa rubrique tous les jours, il est à la radio, et le mec, il fait des salles de fou. C'était un des premiers humoristes français, milliardaire en francs français. Tu vois le bazar. Okay. Donc, et le mec généreux, c'est un truc de dingue. Et en fait, le mec, il vient jouer dans notre café-théâtre. On lit d'amitié. Il trouve que je suis très drôle. On commence à écrire des choses ensemble. Il me propose un truc de fou. C'est de participer à des capsules avec lui qui doit enregistrer. Enfin, c'est pas enregistré, si. Il doit enregistrer, mais ça passe avant le journal de France 2, donc c'est une capsule de 2 minutes, 2 minutes 30. Avant le 20h. Avant le 20h de France Okay. 2. Je sais pas si c'était, comment est-ce qu'il s'appelait encore le journaliste à l'époque, Alain Mazur ou un truc comme ça. Bruno Mazur. Bruno Mazur, Alain c'est son frère. Il vend du pain en bas de la rue. Enfin, Bruno Mazur, et nous, on doit passer. Et on met en place plein des trucs, on écrit, on coécrit, on fait plein de choses, etc. Et puis, il doit me donner la date fatidique, parce qu'on a commencé à enregistrer. Et lui, il avait un gros problème, paix à son âme. D'ailleurs, je pense qu'il est mort à cause de ses problèmes d'alcool. Et on savait que quand tu lui donnais rendez-vous, une fois sur 2, il ne venait pas. Parce qu'il n'était pas en forme, il était toujours en fête et il avait oublié de venir au rendez-vous. Et ce qui devait arriver, il n'est pas allé. J'ai appris 3 mois après, parce qu'il ne me répondait plus au téléphone. Il était gêné de me dire, Angelo, j'ai merdé, et il me l'a dit. Et là, j'étais triste de savoir que je ne pouvais pas aller faire ça avec lui, parce que tu t'imagines le tremplin, le bazar. Je suis avec Pierre Péchet, quoi. Tu vois, c'est comme si tu dirais à un jeune maintenant, tu vas faire des capsules avec Gad Elmaleh, tu vois le truc. Et moi, là, j'ai été frustré, je l'ai mal pris. Et malgré tout, je ne lui en ai jamais vraiment... Oui, sur le moment même, j'avais la haine, tu vois. Parce que je me faisais déjà mes plans, je vais aller jouer avec lui en France, on va faire ceci, cela, ça va en faire décoller. Et j'avais la haine, mais je ne l'ai pas tenu rigueur, parce que c'est un grand bonhomme, c'est un grand monsieur de l'humour. Voilà. Bien. Ça m'a mis un petit coup dans... Mais c'est comme ça, on est là, et on est toujours là, quoi qu'il arrive. Covid, pas Covid, on est là. Tu sais, je vais te dire un truc, il y en a très peu qui le savent. Il m'est arrivé un truc un peu à la Patrick Sébastien. Patrick Sébastien, je sais, et il le dit sur scène et dans des livres, etc., il dit que le jour de la mort de son fils, il s'est retrouvé sur scène à jouer et il avait peur. Il ne voulait pas décevoir le public, mais en même temps, il avait peur de tout ce qu'on allait dire après, parce qu'il dit, putain, ton fils est mort. Et il m'est arrivé la même chose avec mon frère.
ma mère, elle est au funérarium et on doit jouer. Et on se dit, putain, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut y aller ou pas? Et là, c'était une grande décision. Donc, c'est ton frère qui est décédé? Non, ma maman. Ta maman est décédée. Ma maman est Ta décédée. maman est décédée, elle est au funérarium. Et vous devez jouer. Et le funérarium, chez les Italiens, c'est toujours un peu prolongé. Ça part au départ, c'est 2 ou 3 jours, puis sur 5 jours, tu as de la famille qui vient de loin, etc. Tu dis, mais putain, qu'est-ce qu'ils vont dire, la famille, que nous, ce jour-là, on n'est pas là. On n'est pas au funérarium. On va devoir aller sur scène, parce que le Trocadéro... Faire rire. Faire rire. Et le Trocadéro, il est plein. C'est un truc de fou, ça. Et ce jour-là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut y aller ou il ne faut pas y aller? Et si j'y vais, c'est mauvais, c'est pas mauvais, qu'est-ce qui se passe? Et on se dit, mais de toute façon, ma mère, elle n'aurait jamais voulu que j'annule quoi que ce soit. Parce que malade, elle nous disait, allez jouer, faites-le, allez-y, etc. Donc on se dit, mais on ne peut pas. Si on n'y va pas, quelque part, on va la trahir. On ne va pas être content, tu vois. Donc ça, c'est un truc. Et nous, on pensait que les gens ne savaient pas. Trocadéro, Bondé, Bourré, Massacre, c'était un spectacle d'ailleurs qu'on jouait à Grenouille-Rutaine, donc c'était les 3 gros, et on ne peut pas annuler. On aurait pu le faire, les gens auraient compris, c'est normal, mais on ne voulait pas, et Renaud nous a donné les bonnes phrases, les bons mots au bon moment, et des autres amis de l'humour, des gens de la famille nous ont dit, mais il faut y aller, et on s'est sentis soutenus, et on a fait un spectacle de dingue. Alors les 3 gros, on l'a joué, je ne sais pas si on l'a joué 300, 400 fois. C'est un truc de fou. C'est depuis 2008, tu vois. J'exagère peut-être, mais 300 fois, c'est quasiment certain. Et ce jour-là, on a fait une des plus belles représentations. Je dis, putain, c'est un truc de fou. C'était magique. Il y a tout qui passait. Tu aurais dit n'importe quoi. Les gens, ils étaient... tu as l'impression qu'il y a une magie qui s'est mise là. Je dis, mais il y a quelque chose. Les gens étaient au courant dans le public pour la plupart? Ben, on pensait que non, mais à la fin, oui. Parce qu'à la fin, Renaud dit une petite phrase pour la maman. Tout le monde a applaudi et tout. On a eu un truc, une émotion de dingue. On pensait que non, mais en fait, ça s'est dit. Quelques-uns le savaient dans le public, ça s'est dit. Mais ça a été une soirée inoubliable. Et avant d'arriver, toi, ton frère et toi, c'est quoi ton état d'esprit là? T'es dans les coulisses, ta maman vient de décéder, elle est au funérarium. Mais jusqu'à au dernier moment, on se demande si c'est bien de monter sur scène ou pas. Mais toi, physiquement, tu te sens comment? Tu vas arriver à monter sur scène? Parce que ça demande de l'énergie. Ouais, ben écoute, bizarrement, allez, je te dis 5 minutes avant, non. Et puis, plus ça se rapproche, plus on sent qu'il faut y aller, on sent de l'énergie. En fait, plus ça avance, plus on doit monter sur scène. Le chrono, il tourne, t'es là, et on dirait que tout redevient normal. Bizarrement, tout redevient normal. Après, on monte sur scène et on a joué pour nous comme si de rien n'était, tu vois. Il y a l'après-coup quand même, hein, parce qu'après, tu dois aller voir les gens dans la cafette, et tu dois rigoler avec tout le monde, etc. On va au restaurant après avec l'équipe technique et tout, comme on fait d'habitude. Il y a Renaud, il y a quelques copains proches qui font partie du spectacle, les régisseurs plateau, etc. Et après, quand je sors du restaurant, là, il y a eu putain, on l'a fait. On a réussi à le faire, tu vois. C'est un truc de dingue. Donc... voilà, le spectacle, c'est... Faire du spectacle, il y a des surprises, c'est comme ça. Après, je dis pas que c'est... Je dis pas que c'est mieux qu'un mec qui travaille à l'usine, sa maman, non, pas du tout. Sa maman ou sa fille ou quelqu'un de sa famille, et il a été travailler ce jour-là, c'est pareil. Pour moi, le mec, il est allé à l'usine, il a peut-être dû le faire parce qu'il avait des responsabilités, et il est allé, tu vois. Ce qu'on a fait avec mon frère ce jour-là, ça vaut pas plus qu'un autre ou dans un autre domaine, tu vois ce que je veux dire, ça n'a rien à voir. Mais voilà, il a fallu le faire, on l'a fait et on l'a très bien fait. Ça s'est super bien passé et je ne regrette surtout pas de l'avoir fait. Je ne regrette pas du tout. Voilà, j'ai cassé l'ambiance. Non, merci pour ce partage. Je vois que tu as la larme à l'œil. Non, merci pour ce partage. C'était bien sympa. Merci pour ton temps. Merci pour les anecdotes. Merci pour le parcours. Merci d'avoir été là. Merci à toi. C'est un moment sympa dans ton sous-sol. Et je vais le recommander à plein d'amis de venir te dire bonjour dans ton sous-sol. Mais en venant dans le sous-sol, à côté de la chaudière, il y avait une porte. J'ai ouvert et j'ai vu une croix de Saint-André avec des chaînes, avec des masques et tout ça. C'est bien chez toi. C'est un cadeau d'un invité. Il m'a laissé ça. Voilà, ça n'allait pas sur l'étagère, voilà. C'est ça. Mais je peux pas dire lequel. Hein. Ouais, j'ai mon idée. Il y a des gros cochons quand même. Hein. Ben Mike, merci beaucoup. Merci à toi.
Et à très bientôt. Et je me réjouis de voir ça sur les réseaux, évidemment. Tu le verras, ce sera bien sympa. Merci. Ciao, ciao.